Les verres à pied reflétaient la lumière des bougies, tandis que je calais le plateau contre ma hanche, me faufilant à travers la foule du vendredi soir au Celestino. 5 mois de travail ici m'avaient appris à naviguer dans les espaces étroits entre les tables. Je ne dérangeais pas les conversations coûteuses qui se déroulaient autour de moi. Le restaurant bourdonnait de cette énergie propre aux gens qui ont de l'argent à ne savoir qu'en faire et qui n'ont nulle part où aller. J'ai posé les verres à vin à la table 12. J'ai murmuré quelque chose de poli sur leur entrée qui arriverait bientôt, puis je me suis retourné vers la cuisine. C'est alors que Jessica m'a attrapé le bras. Sa poigne était si pressante que je me suis arrêté net. Elle a chuchoté qu'il était de nouveau là. Ses yeux sombres se sont dirigés vers la section privée près du fond. Elle a dit que c'était la 3e fois cette semaine et la 4e si on comptait vendredi dernier. Je n'ai pas eu besoin de demander qui. Depuis 2 mois, l'homme de la banquette du coin était devenu un habitué de mes vendredis soirs. Il m'était aussi familier que la douleur dans le bas de mon dos et que la forte odeur d'ail qui s'accrochait à mon uniforme. Alejandro quelque chose. Je n'avais jamais saisi son nom de famille, mais je l'avais surpris à me regarder plus de fois que je ne pouvais les compter. Je lui ai juste demandé. Alors, j'ai ajusté le plateau vide en gardant ma voix neutre. Il laisse de bons pourboires et ne se plaint pas. C'est plus que ce que je peux dire pour la moitié des gens ici. Un sourire entendu s'est dessiné sur la bouche de Jessica. Elle m'a dit, « Ma belle, il ne te regarde pas comme un client regarde une serveuse. Il te regarde comme… » Je l'ai interrompue avant qu'elle ne puisse finir, lui disant que ce n'était rien alors que je me dirigeais déjà vers la cuisine. « Ne commence pas avec ça. Ça ne m'intéresse pas. La vérité était plus compliquée que ça. Mais je n'allais pas expliquer à Jessica pourquoi le poids de l'attention d'un homme me donnait la chair de poule ces derniers temps. Cela faisait 6 mois que j'avais fui mon appartement au milieu de la nuit, avec rien d'autre qu'un sac à dos et des bleus cachés sous mes vêtements. 6 mois depuis Ryan. 1 mois à squatter des canapés et à faire des crises de panique avant de décrocher ce travail. Ce minuscule studio dans un quartier qui rendait les avertissements de ma mère sur New York bien dérisoires. J'ai poussé les portes battantes pour entrer dans un chaos contrôlé. Marco, le chef cuisinier, criait en italien à toute vitesse à l'un des cuisiniers. De la vapeur s'élevaient des marmites où bouillonnaient des sauces que je pouvais sentir mais que je ne pourrais jamais me permettre de goûter. C'était mon monde maintenant. Petit, contenu, survivable. Marco m'a appelé quand il m'a vu, disant que la table sept avait besoin de pain frais et que la section privée me voulait spécifiquement. La table 16, la banquette du coin, lui. J'ai demandé si Jessica pouvait s'en occuper, lui disant que j'avais 4 autres tables. Mais il a juste dit que l'homme m'avait demandé. Le ton de Marco ne laissait aucune place à la discussion. Ne faites pas attendre ce monsieur Cooper. Il est important. J'ai attrapé la corbeille à pain avec des mains qui voulaient trembler. Je les ai forcés à rester stables. Important. Tout le monde au Celestino était important, du moins dans leur propre esprit. La différence était que quand Alejandro entrait, tout le personnel se tenait plus droit. Même Marco, qui traitait les politiciens et les célébrités avec un dédain égal, montrait de la déférence à l'homme de la banquette du coin. La traversée de la salle à manger m'a semblé plus longue qu'elle n'aurait dû. J'ai gardé les yeux sur la corbeille à pain, sur la nappe blanche immaculée, sur n'importe quoi, sauf les yeux sombres que je sentais suivre mon approche. Je lui ai dit que voici son pain, en posant la corbeille avec une efficacité bien rodée et en me tournant déjà pour partir. Mais il a dit d'attendre, ce seul mot m'a figé sur place. Sa voix était calme, presque douce, mais elle avait du poids. Je me suis retourné lentement, croisant enfin son regard. Il était séduisant d'une manière qui ne passait pas bien en photo. Mais en personne, il commandait l'attention. Des cheveux sombres, coiffés en arrière, sur un visage tout en angle et en ombre. Avec des yeux d'un brun si profond qu'il paraissait noir à la lumière des bougies. Il portait un costume anthracite qui coûtait probablement plus que 3 mois de mon loyer. Mais il le portait comme s'il avait oublié qu'il l'avait sur lui. Je lui ai demandé, « Oui, monsieur. » Il m'a dit, « Vous travaillez ici depuis 5 mois. » Ce n'était pas une question, mais j'ai hoché la tête quand même. Il a continué en disant que j'étais doué dans mon travail. Observatrice. Vous remarquez quand le verre de quelqu'un est vide avant qu'il ne s'en rende compte lui-même. Le compliment m'a prise au dépourvu. Les clients ne remarquaient pas ce genre de choses. Ils ne me remarquaient pas du tout, ce qui était exactement ce que je préférais.
J'ai dit, merci, monsieur. Avez-vous besoin de quelque chose? Il m'a demandé mon nom, Haley. Le mot est sorti automatiquement avant que je puisse l'arrêter, avant que je puisse me souvenir que lui donner ne serait-ce que cette petite partie de moi-même semblait dangereux. Il l'a répété. Haley, comme s'il testait la sensation. Il a dit qu'il était d'Alejandro Ferraro. Le nom ne me disait rien, mais quelque chose dans la façon dont il l'a dit suggérait que ça devrait. J'ai attendu, incertaine de la réponse qu'il attendait. Avant que l'un de nous ne puisse parler à nouveau, la porte d'entrée s'est ouverte avec plus de force que nécessaire. Un air froid de novembre s'est engouffré, apportant avec lui un rire que j'ai reconnu avec cette sorte de terreur viscérale qui vivait dans mes os. Ryan. Il se tenait à l'entrée avec une femme que je ne reconnaissais pas à son bras. Blonde, grande, tout ce que je n'étais pas. Ses yeux ont balayé le restaurant avec une intention prédatrice. Et quand ils se sont posés sur moi, son visage s'est fendu d'un sourire qui m'a glacé le sang. Jessica est apparue à mon coude et a commencé à dire mon nom. Puis elle a vu Ryan et s'est tue. J'ai réussi à dire que je devais y aller, mais mes pieds ne voulaient pas bouger. 6 mois de fuite, de cachette, de construction de cette nouvelle vie prudente, et il m'avait trouvé quand même. Ryan marchait vers moi maintenant, sa compagne oubliée. Le bruit du restaurant s'est estompé en un bruit blanc statique. Je ne pouvais plus respirer, plus penser, plus rien faire d'autre que le regarder combler la distance entre nous. Sa voix a traversé la salle à manger, calibrée pour attirer l'attention. « Allez, te voilà. » Il a dit qu'il s'était inquiété à mort, que j'avais juste disparu. « Chérie, tu n'as répondu à aucun de ses appels. » Le mensonge était si lisse, si bien rodé. Dans sa version des faits, j'étais l'instable, celle qui s'était enfuie sans raison, qui devait être ramenée, qui lui appartenait. J'ai dit que je ne vous connaissais pas, mais les mots sont sortis faibles, peu convaincants même à mes propres oreilles. Il m'a dit de ne pas être comme ça et a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé si brusquement que j'ai trébuché. Jessica m'a rattrapé, sa main stable sur mon épaule. Marco était sorti de la cuisine, sa veste de chef blanche encore saupoudrée de farine. Il a dit, « Monsieur, si vous n'avez pas de réservation. » Ryan a dit qu'il essayait juste de parler à sa petite amie. Toute l'innocence blessée. Il a dit qu'elle avait eu quelques problèmes dernièrement. Des problèmes de santé mentale. Il était sûr que nous comprenions. Les mots ont frappé comme des coups physiques. C'était son schéma, sa méthode. Me discréditer d'abord. Faire en sorte que tout le monde me voie comme le problème. Comme quelqu'un en qui on ne pouvait pas avoir confiance pour savoir ce qu'elle voulait. La voix d'Alejandro a fendu la tension comme une lame. Elle n'est rien à vous. Il n'avait pas élevé la voix, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde aux alentours s'est tu. Et vous devez partir. L'attention de Ryan s'est tournée vers Alejandro, un air de mépris se formant déjà sur son visage. Puis quelque chose a changé dans son expression, une reconnaissance, ou peut-être juste un instinct de survie. Quoi qu'il ait vu en Alejandro, cela l'a fait reculer involontairement. Ryan a essayé de dire que c'était une affaire privée, mais la confiance avait quitté sa voix. Alejandro a dit « Rien de ce qui se passe dans mon établissement n'est privé. » Il s'est levé et j'ai réalisé pour la première fois à quel point il était grand, à quel point il était solide, à quel point il paraissait totalement immuable. Il a dit à Ryan qu'il dérangeait ses clients et harcelait son personnel. « Partez maintenant ou je vous ferai expulser. » Ryan a ri, mais ça sonnait creux. Il a dit « Votre établissement? » Depuis quand les serveuses ont-elles... Les mots d'Alejandro étaient précis et contrôlés. J'ai finalisé l'achat cet après-midi. Je suis propriétaire du Celestino depuis 4 heures cet après-midi, ce qui signifie que c'est moi qui fais les règles ici. Et ma première règle est que vous n'êtes plus le bienvenu. La révélation a fait des vagues parmi le personnel. Les sourcils de Marco se sont levés vers la racine de ses cheveux. La prise de Jessica sur mon épaule s'est resserrée. Je suis resté figé, essayant de comprendre ce que j'entendais. Alejandro est passé devant moi, se plaçant entre Ryan et moi avec une physicalité délibérée. Il a dit qu'il allait accompagner Ryan jusqu'à la porte maintenant, qu'il ne reviendrait pas, qu'il ne me contacterait pas, qu'il ne s'approcherait pas à moins de 2 pâtés de maison de ce bâtiment. Il a demandé « Sommes-nous clairs? » La mâchoire de Ryan s'est contractée alors qu'il calculait ses options. Sa cavalière avait déjà disparu, probablement embarrassée par la scène.
Les autres clients regardaient avec cette sorte d'horreur fascinée que les gens réservent aux accidents de voiture. Ryan a finalement craché le mot limpide. Il a tourné son regard furieux vers moi. Il a dit, tu as toujours eu besoin que quelqu'un se batte pour toi, n'est-ce pas? Pathétique. L'insulte m'a à peine effleuré. J'étais trop occupé à regarder Alejandro guider Ryan vers la sortie, avec une main qui ne l'a jamais vraiment touché, mais qui communiquait une autorité absolue. La porte s'est refermée derrière eux et le restaurant a explosé en conversation chuchotée. La voix de Jessica était étrange. Ma belle, qu'est-ce qui vient de se passer? Je n'en avais aucune idée. Alejandro est revenu quelques instants plus tard, son expression illisible. Il a marché droit vers moi et tous mes instincts me criaient de fuir, de me cacher, de me faire petite et invisible à nouveau. Il a demandé doucement si j'allais bien. J'ai hoché la tête parce que je ne faisais pas confiance à ma voix. Il m'a dit que cet homme ne me dérangerait plus. J'avais sa parole. Il a jeté un coup d'œil à Marco qui planait toujours à proximité. Il a dit que je devrais prendre le reste de la soirée. Payer, évidemment. J'avais eu un choc. J'ai commencé à dire que je n'en avais pas besoin. Mais Alejandro a levé une main. S'il vous plaît. Le seul mot ne contenait ni ordre ni supplication, juste une simple demande. Laissez-moi faire au moins ça. Marco hochait déjà la tête, faisant des gestes pour me chasser vers l'arrière. Jessica m'a pris le bras, me guidant vers la salle du personnel. J'y suis allé, hébété, mon esprit luttant pour rattraper tout ce qui venait de se passer. Je me suis changé pour quitter mon uniforme, dans un état second. Quand je suis sorti, le restaurant avait retrouvé son rythme normal, comme si la confrontation n'avait été qu'une brève interruption. Seul Alejandro restait dans le couloir, appuyé contre le mur, les mains dans les poches. Il m'a dit qu'il demanderait à son chauffeur de me ramener chez moi. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Les mots sont sortis plus secs que je ne l'avais prévu. J'ai dit que je pouvais prendre le métro. Il a dit qu'il était presque 11 heures. Le métro n'est pas sûr à cette heure. Je lui ai dit que je le faisais tous les soirs. Quelque chose a vacillé sur son visage. Il a dit que ça se terminait ce soir. La présomption dans sa voix a déclenché de la colère à travers mon engourdissement. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à prendre cette décision. Il a dit que j'avais raison. Il s'est redressé, sortant quelque chose de sa poche. C'était une carte de visite, en carton crème épais avec juste un numéro de téléphone embossé en noir. Il a dit qu'il espérait que j'accepterais au moins ça, si j'avais besoin de quoi que ce soit, absolument n'importe quoi. J'ai pris la carte parce que refuser semblait plus difficile qu'accepter. Nos doigts se sont effleurés lors de l'échange et j'ai retiré ma main comme si je m'étais brûlé. S'il a remarqué ma réaction, il n'a pas commenté. Il a dit que l'offre d'un trajet tenait toujours. Son chauffeur attendait dehors. Je lui ai dit que ça allait, je pouvais marcher. J'ai serré mon sac contre ma poitrine comme un bouclier. Mais merci pour tout à l'heure avec Ryan. Il a dit que je n'avais pas besoin de le remercier pour une décence humaine de base. La façon dont il a dit mon nom, prudente et délibérée, a fait naître quelque chose de chaud et de terrifiant dans ma poitrine. Je l'ai refoulé sans pitié. Bonne nuit, Monsieur Ferraro. Il m'a corrigé doucement. Alejandro, et bonne nuit. Je suis parti par l'entrée de service, mon cœur battant contre mes côtes. L'air de novembre a mordu à travers ma veste fine, alors que je me dépêchais vers l'entrée du métro à 3 pâtés de maison. J'ai fait un demi-pâté de maison avant de réaliser qu'une voiture noire avançait lentement le long du trottoir derrière moi, maintenant une distance prudente. Son chauffeur me suivait chez moi, que j'ai accepté ou non. J'aurais dû être en colère, j'aurais dû être terrifié par la présomption, par un autre homme décidant de ce qui était le mieux pour moi sans demander. Au lieu de ça, alors que je descendais dans la station de métro et que la voiture s'éloignait enfin, tout ce que je ressentais était un mélange confus de soulagement et de quelque chose de dangereusement proche de la gratitude. J'ai sorti la carte de visite de ma poche alors que le train grondait dans le tunnel. Juste un numéro de téléphone, pas de nom, pas d'entreprise, juste une bouée de sauvetage que je n'avais pas demandé, mais que je ne pouvais pas tout à fait me résoudre à jeter. L'audi matin est arrivé avec ce genre de lumière grise qui donnait à Manhattan un air délavé et fatigué. Je me suis présenté pour mon service au Celestino 15 minutes en avance, comme toujours, m'attendant à la routine habituelle de préparation et de café assez fort pour décaper la peinture. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était que Marco me prenne à part avant même que j'aie pointé. « Cooper, nous devons parler. »
Il a fait un geste vers son bureau exigu derrière la cuisine, son expression illisible. Mon estomac s'est noué. Ça y est, Alejandro avait reconsidéré l'impulsion qui l'avait poussé à me défendre vendredi soir. Et maintenant, j'allais perdre la seule chose stable dans ma vie soigneusement reconstruite. J'ai suivi Marco dans le bureau, mon esprit calculant déjà combien de services je pouvais me permettre de manquer avant que mon propriétaire ne commence la procédure d'expulsion. La réponse était zéro. Marco a dit qu'il y avait eu un changement dans mon statut d'employé. S'installant dans son fauteuil, il a sorti un dossier et l'a ouvert. À compter d'aujourd'hui, vous êtes promu assistant manager. Le salaire est ici. Il a fait glisser un papier sur le bureau. J'ai regardé le chiffre. Je l'ai lu 3 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. C'était le triple de ce que je gagnais. Le triple. Je lui ai dit que je ne comprenais pas. Ordre du propriétaire. La bouche de Marco s'est tordue. Apparemment, vous avez fait bonne impression. La chaleur qui m'avait envahi en voyant le salaire s'est transformée en quelque chose de froid et de vif. Je lui ai dit que je n'avais pas demandé ça. La plupart des gens ne refusent une promotion au Cooper. J'ai dit que la plupart des gens ne se voyaient pas offrir une promotion par un homme qui ne sait rien de leur travail. Je me suis levé brusquement, la chaise raclant contre le linoléum. Où est-il? Marco a regardé sa montre. Il ne sera probablement pas là avant le service du midi. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé vendredi soir, mais quoi que ce soit, profitez-en. Vous êtes doué dans ce que vous faites. Vous le méritez. Le méritais-je, ou était-ce juste une autre version du même schéma auquel j'avais juré d'échapper? Un homme puissant décidant de ce dont j'avais besoin, de ce que je méritais, sans prendre la peine de me demander ce que je voulais. J'ai quitté le bureau de Marco et j'ai trouvé Jessica déjà au travail, en train de préparer la salle à manger. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a haussé un sourcil. « Laisse-moi deviner, tu as entendu parler de la promotion? » Je lui ai demandé. « Tu savais. » Marco me l'a dit dès le matin. « Ma belle, c'est incroyable. Sais-tu ce que gagne une assistante manager ici? Tu pourrais enfin te permettre de vivre dans un immeuble avec un chauffage qui fonctionne. » Je lui ai dit. Je n'en veux pas. Jessica a posé la pile de menus qu'elle tenait. D'accord, il va falloir que tu m'expliques cette logique parce que de mon point de vue, tu viens de gagner au loto et tu te plains du billet. Il ne m'a pas demandé. Les mots sont sortis plus secs que je ne l'avais prévu. Il a juste décidé, comme s'il avait le droit de faire des choix sur ma vie. La compréhension s'est lue dans les yeux de Jessica. C'est à propos de Ryan. C'est parce que je ne suis pas une œuvre de charité qu'un autre homme contrôlant doit réparer. La voix de Jessica s'est adoucie. Hayley, je travaille ici depuis 3 ans. J'ai vu Alejandro Ferraro exactement 6 fois avant il y a 2 mois. Tu sais ce qu'il a fait pour la dernière assistante manager quand elle a demandé une augmentation? Il a dit non. Tu sais ce qu'il fait pour la plupart du personnel? Le strict minimum requis par la loi. Elle a fait une pause. Il a acheté tout ce restaurant. Comprends-tu combien d'argent cela représente? Et la première chose qu'il fait, c'est te promouvoir. Exactement. Tu ne trouves pas ça bizarre? Je pense que c'est un homme qui voit quelque chose qu'il veut et qui fonce. Jessica a repris ses menus. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai passé le service du matin dans un brouillard de ressentiment et de confusion, mes mouvements automatiques alors que je prenais les commandes et livrais les plats. Le rush du déjeuner a commencé à 11h30 et, comme prévu, Alejandro a franchi la porte. Il avait l'air différent à la lumière du jour, moins intimidant, presque accessible en pantalon sombre et pull gris qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel, mais qui avait l'air confortable. Il a balayé la salle du regard, m'a trouvé immédiatement et s'est dirigé vers sa table habituelle. Je l'ai laissé attendre, j'ai servi 3 autres tables d'abord. J'ai rempli des verres d'eau, j'ai vérifié les commandes de dessert. Quand je me suis finalement approché de sa table, ma mâchoire était serrée et ma résolution ferme. Je lui ai dit sans préambule, « Nous devons parler. » Il a levé les yeux du menu qu'il faisait semblant de lire. « Alors, parlez. »« Pas d'ici. Le bureau de Marco. 5 minutes. » Je n'ai pas attendu sa réponse, je me suis juste retourné et je suis parti. Mes mains tremblaient quand je suis arrivé à la cuisine, mais je les ai gardées stables par pure force de volonté. Jessica a croisé mon regard et m'a fait un pouce en l'air. Marco avait l'air vaguement inquiet, mais m'a fait signe d'y aller. Alejandro est apparu exactement 5 minutes plus tard,
fermant la porte du bureau derrière lui avec un léger clic. Dans le petit espace, il semblait plus grand que dans le restaurant, sa présence remplissant chaque recoin. Il a dit avant que je puisse parler. Vous êtes contrarié par la promotion. Je suis contrarié que vous ayez pris une décision sur ma vie sans me demander. Il m'a dit qu'il avait observé mon travail, que je gérais les crises en cuisine mieux que Marco, que j'avais calmé 3 clients ivres différents le mois dernier sans que la sécurité n'intervienne, que je me souvenais de la commande et des restrictions alimentaires de chaque habitué. Vous êtes gaspillée en tant que serveuse. Les compliments auraient dû m'adoucir, mais ils n'ont fait qu'attiser ma colère. Ce n'est pas de la question. Alors, quelle est-elle? Vous ne pouvez pas débarquer et tout arranger juste parce que vous avez de l'argent et du pouvoir. Je ne suis pas un projet que vous devez améliorer. Quelque chose a brillé dans ses yeux. De la peine peut-être, ou de la colère. Sa mâchoire s'est contractée presque imperceptiblement. Il a dit qu'il m'offrait un salaire juste pour mes compétences. Si cela m'offensait, il pouvait retirer l'offre. Bien. Le mot est sorti sec. Faites-le. Nous nous sommes regardés fixement à travers le bureau encombré de Marco, l'air crépitant de tension entre nous. Le téléphone d'Alejandro a sonné, brisant le moment. Il l'a fait taire sans me quitter des yeux. « Je m'excuse », a-t-il dit finalement, chaque mot mesuré et contrôlé. « J'aurais dû vous consulter d'abord, c'était présomptueux. » L'excuse m'a prise au dépourvu. Les hommes comme Ryan ne s'excusaient jamais. N'admettaient jamais leur tort. J'ai juste besoin que vous compreniez que je ne peux pas. J'ai arrêté, ne sachant pas comment expliquer la panique qui vivait sous ma peau chaque fois que quelqu'un essayait de prendre le contrôle. J'ai besoin de faire mes propres choix. Compris? Il a hoché la tête une fois, de manière nette et professionnelle. L'offre reste valable si vous changez d'avis, mais je n'insisterai pas. Quelqu'un a frappé à la porte. Un des cuisiniers a passé la tête. Désolé d'interrompre, mais il y a une livraison pour Mademoiselle Cooper. Le type dit que c'est urgent. Alejandro et moi sommes sortis du bureau pour trouver un coursier tenant une grande enveloppe en papier craft. Il a vérifié son presse-papier. Hayley Cooper, c'est moi. L'enveloppe était lourde, officielle. Mon nom et l'adresse du restaurant étaient imprimés sur le devant en lettres capitales stériles. Mes mains étaient engourdies alors que je l'ouvrais. Des documents juridiques en sont tombés. Une ordonnance restrictive contre moi, déposée par Ryan Mitchell, affirmant que je le harcelais avec des appels téléphoniques obsessionnels et des messages menaçants. Elle était datée de vendredi soir, quelques heures après l'incident au restaurant. Le monde a basculé. Je me suis agrippé au comptoir pour me stabiliser, les papiers tremblants dans ma main. Chaque mot était un mensonge, mais c'était des mensonges officiels, tamponnés et signés par un juge. Le père de Ryan était juge. Il avait des relations, des ressources, la capacité de rendre sa version de la réalité juridiquement contraignante. La voix d'Alejandro venait de quelque part au loin. « Laissez-moi voir ça. » Il a pris les documents de mes doigts inertes, ses yeux parcourant le texte avec une précision rapide. Son expression s'est durcie à chaque ligne qu'il lisait. Il a dit platement « C'est fabriqué. » Je le sais, vous le savez. Mais son père est le juge Mitchell. Savez-vous à quel point c'est un pouvoir? Ma voix s'est brisée. Je ne peux pas me payer un avocat. Je ne peux pas me battre contre ça. Il va me détruire et je ne peux rien y faire. Alejandro a sorti son téléphone et s'est éloigné de quelques pas. Il parlait en italien rapide à quelqu'un à l'autre bout du fil. J'ai entendu des mots que je reconnaissais. Avocat, immédiatement, fausse accusation, mélangé à d'autres que je ne connaissais pas. Il parlait avec le genre d'autorité qui suggérait que la personne à l'autre bout n'avait d'autre choix que d'obéir. Quand il a mis fin à l'appel, il est revenu vers moi. Mon avocat fera rejeter ça avant la fin de la journée. Vous ne pouvez pas... Regardez-moi. Il a brandi l'ordonnance restrictive. Ryan Mitchell a commis une erreur critique. Il a déposé de faux documents juridiques. C'est un crime et la position de son père ne le protégera pas de graves accusations criminelles si je choisis de les poursuivre. Pourquoi feriez-vous ça? La question m'a échappé. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me devez rien. Parce que c'est mal, a-t-il dit simplement, comme si cela expliquait tout. Parce que les hommes comme lui comptent sur le fait que leurs victimes sont trop effrayées ou trop pauvres pour se défendre. Et parce que vous méritez mieux que d'être terrorisé par quelqu'un que vous avez eu le courage de quitter. Ma gorge s'est serrée de larmes non versées. J'ai refusé de pleurer devant lui, devant qui que ce soit. Les larmes étaient une faiblesse, et j'avais appris à mes dépens que la faiblesse n'invitait qu'à plus de douleur.
Le téléphone d'Alejandro a vibré. Il y a jeté un coup d'œil, puis est revenu à moi. Mon avocat a besoin de quelques informations de votre part. Ça ne prendra pas longtemps. Il a fait une pause. Puis j'ai ajouté mon numéro à votre téléphone comme contact d'urgence. La demande était si simple, si raisonnable, mais c'était comme se tenir au bord d'une falaise sur le point de sauter dans le vide. J'ai arrêté, ne sachant pas comment finir la phrase. Ça ne fait pas de nous des amis, des alliés, quelque chose de plus dangereux. Ça fait de vous quelqu'un que je peux aider si vous en avez besoin, a dit Alejandro doucement. Rien de plus, rien de moins. Je lui ai tendu mon téléphone avec des doigts tremblants. Il a tapé son numéro, l'a enregistré sous son simple prénom et m'a rendu le téléphone. Sa main a effleuré la mienne lors de l'échange, chaude, solide et réelle. Il m'a dit que l'ordonnance restrictive serait retirée avant 5 heures. Ryan n'en déposera pas une autre. Vous avez ma parole. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que je vais lui faire comprendre très clairement que poursuivre cette affaire serait catastrophiquement stupide. La température de sa voix a chuté de plusieurs degrés. J'ai des informations sur ces affaires qui intéresseraient plusieurs agences fédérales. Il fera le bon choix. La manière désinvolte dont il l'a dit aurait dû me terrifier. C'était un homme qui collectionnait les informations comme des armes, qui pouvait détruire la vie de quelqu'un d'un coup de fil. Au lieu de ça, je n'ai ressenti qu'un soulagement profond. Merci, ai-je chuchoté. L'expression d'Alejandro s'est adoucie d'une fraction. Allez prendre votre pause déjeuner, vous avez eu un choc. Quand vous reviendrez, nous pourrons discuter de la promotion comme des adultes rationnels, si vous le voulez bien. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Jessica s'est matérialisée à mon coude alors qu'Alejandro s'éloignait, me guidant vers la salle du personnel avec une efficacité douce. « D'accord, raconte », a-t-elle dit une fois que nous étions seuls. « Qu'est-ce qui vient de se passer? » Je ne sais pas. Je me suis effondré sur le canapé usé, mes jambes finissant par céder. Il va faire disparaître l'ordonnance restrictive. Juste comme ça, comme si de rien n'était. Jessica s'est assise à côté de moi, son expression inhabituellement sérieuse. « Hayley, j'ai besoin que tu m'écoutes. Alejandro Ferraro n'est pas juste un type riche qui possède des restaurants. Les gens ont peur de lui, des gens importants. Tu as vu comment Marco a agi vendredi soir? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, sois prudente, il s'intéresse à toi. Ça, c'est évident. Mais les hommes comme lui ne font rien sans attendre quelque chose en retour. Ces mots faisaient écho à mes propres peurs, mais ils sonnaient creux face au souvenir de la fureur contrôlée d'Alejandro quand il avait lu cette ordonnance restrictive, face à la manière douce dont il avait demandé la permission avant d'ajouter son numéro à mon téléphone. Mon téléphone a vibré. C'était un texto d'un numéro inconnu. Il disait « Ordonnance restrictive retirée. Le juge Mitchell a été formellement écarté de tout ce qui vous concerne à l'avenir. Ryan a été fortement encouragé à déménager hors de l'État. Vous êtes en sécurité maintenant. » C'était signé. Ah, j'ai montré le message à Jessica. Ses sourcils se sont levés vers la racine de ses cheveux. « Ma belle, a-t-elle dit lentement, cet homme vient de faire disparaître un problème juridique en moins de 2 heures un lundi. Comprends-tu à quel point il faut de pouvoir pour ça? » Je le comprenais, et ça me terrifiait presque autant que ça me rassurait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était du numéro de Ryan. C'était juste 3 mots. « Tu le regretteras. » Mon sang s'est glacé. Alejandro s'était trompé. Ryan n'était pas assez intelligent pour reculer, pas assez rationnel pour reconnaître quand il était dépassé. Il continuerait à venir, à essayer de me faire du mal jusqu'à ce que l'un de nous soit détruit. J'ai transféré le message à Alejandro sans trop y réfléchir. Sa réponse est venue immédiatement. Notez, je transfère à mon avocat. Cela constitue du harcèlement. Ryan est en train de creuser sa propre tombe juridique. Puis un autre message est arrivé. Tu es en sécurité, Hayley. Je pensais ce que j'ai dit. Jessica a lu l'échange par-dessus mon épaule et a sifflé doucement. D'accord, peut-être que je me suis trompé. Peut-être qu'il fait partie des gentils, j'ai dit automatiquement. Il n'y a pas de gentils. Les mots étaient usés par la répétition. Juste ceux qui le cachent mieux. Ou peut-être, a dit Jessica doucement, que tu es tellement habitué aux hommes comme Ron que tu ne reconnais pas quand quelqu'un se soucie vraiment de toi. Je n'avais pas de réponse à ça. 2 semaines se sont écoulées dans un rythme que je ne m'attendais pas à trouver réconfortant. Alejandro venait au Celestino 4 fois par semaine.
demandant toujours une table dans ma section, commandant toujours les mêmes plats, partant toujours avant la fermeture du restaurant. Nous parlions avec des politesses prudentes du temps, du menu, rien qui ne s'aventurait sur le terrain personnel. Jessica disait que c'était la cour la plus sobre qu'elle ait jamais vue. Je refusais de l'appeler une cour. La promotion était entre nous comme un engin non explosé. Je ne l'avais pas accepté, mais je ne l'avais pas formellement refusé non plus. Alejandro semblait se contenter de laisser la question en suspens, ce qui ne faisait que me rendre plus méfiante quant à ses motivations. Ryan était resté silencieux. Pas de message, pas d'apparition, surprise, rien. L'ordonnance restrictive avait disparu des archives publiques comme si elle n'avait jamais existé. L'avocat d'Alejandro m'avait envoyé un bref courriel confirmant que tout était résolu, avec un numéro à appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit d'autre. J'avais enregistré le numéro et j'essayais de ne pas penser à combien ce travail juridique avait dû coûter. Vendredi soir, je fermais ma section, le bas de mon dos me faisant mal après 8 heures d'affilée debout. Jessica était partie 1 heure plus tôt et la plupart du personnel de cuisine finissait le nettoyage. Je suis rentré à pied dans des rues qui m'étaient devenues familières. Mes clés passaient entre mes doigts par habitude plutôt que par une peur réelle. Le froid de novembre avait des dents ce soir, mordant à travers ma veste et faisant de la buée avec mon souffle sous les lampadaires. J'ai monté les 4 étages jusqu'à mon appartement, faisant déjà mentalement l'inventaire de ce que j'avais dans le frigo qui pourrait passer pour un dîner. Probablement rien. Peut-être que j'irais juste me coucher directement. Ma porte était déverrouillée. Je me suis arrêté sur le palier, fixant la poignée qui était légèrement entr'ouverte. Je ne la laissais jamais déverrouiller. Jamais. Ma main s'est déplacée vers ma poche, mes doigts se refermant sur mon téléphone, mais je ne l'ai pas encore sorti. Peut-être que j'avais oublié ce matin. Peut-être que j'étais si fatigué que j'étais sorti sans vérifier. J'ai poussé la porte lentement. L'appartement était détruit. Les tiroirs étaient sortis et vidés sur le sol. Les coussins du canapé étaient lacérés. Les livres balayés de leur étagère. Mes quelques biens étaient éparpillés comme des débris d'une explosion. Et au centre de tout ça, assis sur ma seule chaise de cuisine, les bras croisés, se trouvait Ryan. « Salut, chérie. » Sa voix était agréable, conversationnelle. « Nous devons parler. » Chaque muscle de mon corps s'est bloqué. Combattre ou fuir criait à travers mon système nerveux. Mais je ne pouvais faire ni l'un ni l'autre. Je ne pouvais que rester figé dans l'embrasure de la porte, les clés me coupant la paume. « Comment es-tu entré ici? » « Je n'ai pas eu besoin de clés pour entrer, Hailey. Tu n'as jamais été très observatrice. » Il s'est levé et j'ai fait un pas en arrière involontaire. « Tu m'as rendu la vie très difficile, Hailey. Je pense que tu me dois des excuses. Sors. » Ma voix est sortie plus stable que je ne le pensais. « Sors ou j'appelle la police. » Vraiment? Ryan s'est approché, me repoussant dans le couloir. Parce que j'ai pensé à cette ordonnance restrictive, celle que ton nouveau petit ami a fait disparaître. C'était illégal. Tu sais, je pourrais porter plainte contre toi, contre lui. Imagine ce que la police penserait en apprenant que tu couches avec un criminel pour obtenir des faveurs. Je n'ai couché avec personne. Peu importe ce qui est vrai. Ce qui compte, c'est ce que les gens croient. Sa main a jailli plus vite que je ne pouvais l'esquiver et a attrapé mon bras avec une force qui laissait des bleus. Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu penses que tu peux juste me quitter et commencer une nouvelle vie? Tu penses qu'un propriétaire de restaurant va te protéger? La douleur irradiait de l'endroit où ses doigts s'enfonçaient dans mon bras. Je me suis tordu, essayant de me libérer, mais sa prise n'a fait que se resserrer. De ma main libre, j'ai réussi à déverrouiller l'écran de mon téléphone, mes doigts tremblants, alors que je cherchais le contact d'Alejandro et que j'appuyais sur le bouton de partage de localisation. Il m'a fallu 3 essais. Mes mains tremblaient trop pour être précises. « Lâche-moi », ai-je dit entre mes dents serrées. « Pas avant que tu comprennes. Tu m'appartiens, Hailey. Tu m'as toujours appartenu et je vais m'assurer que tout le monde le sache. Ton patron, tes collègues, tous ceux qui pensent que tu es une victime innocente. » Son visage était à quelques centimètres du mien maintenant, son haleine chaude et aigre. « Je vais détruire cette jolie petite histoire que tu as construite. » Le téléphone a vibré dans ma main. C'était un message d'Alejandro. En route. 12 minutes, 12 minutes. Je devais juste survivre. 12 minutes. Ryan a observé avec satisfaction.
Tu as peur. Bien, tu devrais. Sais-tu ce que j'ai traversé à cause de toi? Les avocats, les menaces, devoir expliquer à mon père pourquoi son nom était associé à une ordonnance restrictive ratée. Tu m'as fait passer pour un faible. Tu es faible. Les mots se sont échappés avant que je puisse les arrêter. Tu as toujours été faible. C'est pour ça que tu as besoin de me contrôler. Parce que sans quelqu'un à bousculer, tu n'es rien. Sa main a quitté mon bras pour se poser sur ma gorge en un seul mouvement fluide, sans serrer. Pas encore. Juste posé là avec une menace implicite. Répète ça. Je ne pouvais pas parler. Je pouvais à peine respirer. Mais j'ai croisé son regard avec toute la défiance que je pouvais rassembler. Le bruit de pas dans les escaliers a fait tourner la tête de Ryan vers la cage d'escalier. Des pas lourds, déterminés, plusieurs paires. Sa prise sur ma gorge s'est légèrement desserrée. Alejandro est apparu le premier, évaluant la scène d'un seul coup d'œil. Derrière lui venaient deux autres hommes. L'un était grand et large d'épaules, avec un nez cassé, qui suggérait que la violence était un langage familier. L'autre était plus mince, vigilant, avec des mains qui restaient près des poches de sa veste. Éloignez-vous d'elle. La voix d'Alejandro était absolument calme, ce qui la rendait d'une certaine manière plus terrifiante que s'il avait crié. Tout de suite. La main de Ryan a quitté ma gorge. Il a fabriqué un sourire, le genre qui charmait mes amis et déconcertait de ma famille. C'est juste un malentendu. Haley et moi discutions. Des trucs de couple. Vous savez comment c'est? Nous ne sommes pas un couple. J'ai réussi à dire, ma voix rauque, nous ne le sommes plus depuis 6 mois. Alejandro s'est approché, se plaçant entre Ryan et moi avec une physicalité délibérée. T'a-t-il fait du mal? Je voulais dire non pour minimiser, pour faire disparaître toute cette situation. Mais Alejandro regardait mon bras, à l'endroit où les doigts de Ryan avaient laissé des marques rouges qui viraient déjà au bleu. Quelque chose dans son expression a changé. Le contrôle prudent a glissé un instant, et ce qui est apparu en dessous était froid et absolument impitoyable. « Michael, a-t-il dit sans quitter Ryan des yeux, faites sortir notre invité du bâtiment. Assurez-vous qu'il comprenne que retourner à cette adresse serait déconseillé. » L'homme large d'épaules s'est déplacé avec une grâce surprenante. Il n'a pas touché Ryan, s'est juste positionné d'une manière qui faisait de la retraite la seule option logique. Ryan a regardé entre eux, des calculs se faisant derrière ses yeux. Il m'a dit, « Ce n'est pas fini. » « Si, a dit Alejandro doucement, c'est fini. Si vous contactez à nouveau Mademoiselle Cooper, si vous vous approchez de son lieu de travail ou de sa maison, si vous pensez ne serait-ce que trop fort à elle, vous découvrirez à quel point je peux rendre votre vie désagréable. Suis-je clair? Vous me menacez devant des témoins. Je vous fais une promesse. Il y a une différence. Le ton d'Alejandro n'a jamais changé, n'a jamais augmenté, n'a jamais dévié de ce calme mortel. Michael va vous escorter dehors maintenant. La prochaine fois que vous aurez besoin d'être escorté, ce ne sera pas aussi poli. Ryan m'a regardé une dernière fois, quelque chose comme de la haine brûlant dans ses yeux, puis s'est laissé guider vers les escaliers. L'homme mince a suivi et leurs pas ont résonné dans la cage d'escalier jusqu'à ce que la porte d'entrée du bâtiment claque. C'est seulement alors qu'Alejandro s'est tourné vers moi. « Es-tu blessé ailleurs? » J'ai secoué la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Maintenant que le danger immédiat était passé, mes jambes semblaient instables. Je me suis appuyé contre le mur, essayant de me tenir debout par pure détermination. Alejandro a inspecté l'appartement détruit, sa mâchoire se contractant. Il n'avait pas de clé. Je ne lui en ai pas donné, ai-je dit, en regardant les dégâts. Je ne l'aurais jamais fait. L'aveu ressemblait à un échec. La serrure est cassée. Alejandro s'est accroupi près de la porte, examinant le mécanisme. Il l'a endommagé, forçant le passage. Cette porte ne se verrouillera pas correctement ce soir. Le pouce d'Alejandro a bougé sur son téléphone. Michael appelle la police et le gérant de l'immeuble, a-t-il dit, sa voix sèche et contrôlée. Il y aura un rapport, des photos, une trace écrite. Son regard s'est levé vers le mien. Il ne s'en tirera pas comme ça en disparaissant dans la nuit. Je coincerai une chaise sous la poignée. Je l'ai déjà fait. Il s'est levé, époussetant ses mains. Tu ne restes pas ici. Je n'ai nulle part où aller. Il y a un hôtel à 3 pâtés de maison du Celestino, le Méridien. Je t'y emmène ce soir. Demain, nous pourrons discuter d'une solution plus permanente. La présomption dans sa voix a déclenché de la colère à travers mon choc. Vous ne pouvez pas simplement décider ça.
Je peux et je le fais. Il a sorti son téléphone. Tu es en état de choc. Ton appartement est compromis. Et ton ex-petit ami vient de démontrer qu'il n'a aucun respect pour ta sécurité. Ce sont des faits. La réponse logique est de te retirer de cet endroit immédiatement. Je ne peux pas me payer un hôtel. Les mots sont sortis secs, humiliants. Je peux à peine me payer cet endroit. Alejandro n'a même pas fait de pause. C'est moi qui paye. Non. Je me suis détaché du mur, la colère me donnant de la force. Je ne veux pas de votre charité. Je ne veux rien vous devoir. Quelque chose a traversé son visage. De la frustration, peut-être. Ou de la peine. Ce n'est pas de la charité. C'est de la décence humaine de base. Tu n'es pas en sécurité ici. Laisse-moi t'aider. Pourquoi? La question m'a échappé. Pourquoi vous en souciez-vous? Vous me connaissez à peine. Parce que Ryan avait raison sur une chose. La voix d'Alejandro s'est faite plus basse. Je vais te protéger. Pas parce que tu es faible. Pas parce que je veux te contrôler. Mais parce que je le peux et qu'il ne le peut pas. Et que quelqu'un devrait le faire. Nous nous sommes regardés fixement à travers mon appartement en ruine. Je sentais ma résistance s'effriter, usée par la peur, l'épuisement et le simple fait qu'il avait raison. Je n'étais pas en sécurité ici. Une nuit, ai-je dit finalement, juste ce soir. Demain, je trouverai autre chose. Alejandro a hoché la tête. Une nuit, je t'aiderai à faire tes bagages. Il s'est déplacé dans mon appartement avec une efficacité déterminée, trouvant mon sac à dos au milieu de la destruction et commençant à rassembler des vêtements. Je l'ai regardé, hébété, plier mes affaires avec un soin inattendu, sélectionnant des articles pratiques sans demander de conseil. Un change, des articles de toilette de la salle de bain, le livre que je gardais sur ma table de chevet. Prête? A-t-il demandé quand le sac a été plein? J'ai jeté un dernier regard à l'appartement. Ça n'avait jamais été grand-chose, mais ça avait été à moi. Mon premier chez moi après avoir échappé à Ryan. Mon premier goût de véritable indépendance. Le voir détruit, c'était comme regarder un morceau de ma liberté durement gagné s'effondrer. Oui, ai-je chuchoté. Le trajet jusqu'à l'hôtel s'est déroulé en silence. La voiture d'Alejandro était chaude et silencieuse, isolée du bruit de la ville. J'ai appuyé mon front contre la vitre fraîche et j'ai essayé de ne pas penser à la douleur de mon bras là où Ryan m'avait attrapé. Le Méridien était le genre d'hôtel devant lequel j'étais passé 100 fois sans jamais imaginer y séjourner. Sols en marbre, lustres en cristal, personnel en uniforme qui coûtait probablement plus que mon salaire hebdomadaire. Alejandro m'a guidé à travers le hall avec une main dans le bas de mon dos, parlant doucement au réceptionniste. La suite est prête, Monsieur Ferraro, a dit le réceptionniste en tendant une carte clé. Avez-vous besoin de quoi que ce soit d'autre? De l'intimité? A simplement dit Alejandro. La suite était au 12e étage, tout en lignes épurées et couleurs sourdes, avec une vue sur la ville qui rendait Manhattan presque belle. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, incapable de me décider à entrer. C'était comme franchir un seuil que je ne pourrais pas défranchir. Haley. La voix d'Alejandro était douce. Tu es en sécurité ici. Personne ne sait que tu es dans ce bâtiment à part moi et la réception, et ils ne le diront à personne. La porte se verrouille, la chambre est payée. Tu peux te reposer. Merci. Les mots sont sortis à peine audibles. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'aviez pas... Ne faites pas ça. Il a levé une main. Tu n'as pas besoin de me remercier pour avoir fait ce qui devait être fait. Dors un peu. Nous parlerons demain des prochaines étapes. Il s'est tourné pour partir et quelque chose en moi a paniqué à l'idée d'être seul avec mes pensées, avec le souvenir de la main de Ryan sur ma gorge. Alejandro. Il s'est arrêté et a regardé en arrière. Merci quand même si vous pensez que je ne devrais pas le dire. Son expression s'est adoucie d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Bonne nuit, Haley. Verrouille la porte derrière moi. Je l'ai fait. Le pain dormant s'est enclenché avec un clic solide qui m'a fait me sentir un peu plus en sécurité. Puis je suis resté au milieu de la belle suite et je me suis enfin laissé aller. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de l'hôtel dans des tons dorés qui semblaient trop doux pour ce que je ressentais. J'avais passé la majeure partie de la nuit à regarder le plafond, rejouant la main de Ryan sur ma gorge, la violence désinvolte de sa prise, la promesse de pire à venir. Le sommeil était devenu par à-coups vers 4 heures du matin,
me laissant groggy et désorienté quand quelqu'un a frappé à la porte de la suite à 8 heures. J'ai regardé par le Judas avant d'ouvrir. Alejandro se tenait dans le couloir, tenant un plateau en carton avec 2 tasses de café et un sac en papier blanc qui sentait des pâtisseries fraîches. Derrière lui se tenait une femme plus âgée en tailleur gris, ses cheveux argentés tirés en un chignon soigné, portant une maillette en cuir. « Bonjour » a dit Alejandro quand j'ai ouvert la porte. « J'ai apporté le petit déjeuner et mon avocate. J'espère que c'est acceptable. » Je devais avoir l'air aussi défaite que je me sentais, car son expression s'est transformée en inquiétude. « As-tu dormi? » J'ai reculé pour les laisser entrer, réalisant soudain que je portais encore les vêtements de la veille. Mes cheveux étaient en désordre, et je devais avoir l'air de quelqu'un qui tenait à peine le coup. L'avocate a tendu la main avec un sourire professionnel. « Carolyn Webb, Monsieur Ferraro m'a mis au courant de votre situation. Je suis désolé que vous traversiez cela. Nous nous sommes installés autour de la petite table à manger. Alejandro a distribué le café avec une efficacité qui suggérait qu'il avait déjà fait ça, tandis que Caroline sortait des documents de sa maillette et les disposait dans piles bien ordonnées. « Je vais être direct, » a dit Caroline en ouvrant un dossier. « Votre ex-petit ami a intenté une action civile contre vous hier après-midi. Diffamation, affirmant que vos allégations d'abus ont nui à sa réputation professionnelle et à ses relations personnelles. Il demande 200 000 $ de dommages et intérêts. » Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. 200 000. Je n'avais pas 200 $ sur mon compte d'épargne. La tasse de café tremblait dans mes mains. Il ne peut pas faire ça, ai-je dit, même si je savais qu'il l'avait déjà fait. Tout ce que j'ai dit sur lui est vrai. La vérité est une défense absolue contre la diffamation, a convenu Caroline. Mais se défendre au tribunal coûte de l'argent. Les frais juridiques pour une affaire comme celle-ci pourraient facilement atteindre 50 000 $ ou plus. Ryan parie sur le fait que vous ne pourrez pas vous permettre une représentation, ce qui entraînerait un jugement par défaut en sa faveur. Donc, il gagne. Ma voix sonnait creux, même à mes propres oreilles. Il peut me détruire et je ne peux rien y faire. Ce n'est pas que j'ai dit. Le ton de Caroline était ferme, mais pas méchant. Je suis prête à vous représenter pro bono. Sans frais pour mes services, j'ai regardé entre elle et Alejandro, essayant de comprendre où était le piège. « Pourquoi feriez-vous ça? »« Parce que je n'aime pas les brutes, » et simplement dit Caroline, et parce qu'Alejandro me l'a demandé. Nous travaillons ensemble depuis 15 ans. Quand il me dit que quelqu'un a besoin d'aide, j'écoute. Alejandro était resté silencieux pendant cet échange, son attention apparemment concentrée sur son café, mais je pouvais le sentir me regarder, évaluer mes réactions. « Il y a plus que vous devriez savoir, » a continué Caroline. J'ai fait une enquête préliminaire sur les antécédents de Ryan Mitchell. Il doit environ 80 000 $ à divers créanciers, y compris des personnes qui n'apprécient pas les retards de paiement. Il a un schéma de comportement avec ses anciennes petites amies. 2 femmes différentes ont déposé des plaintes pour harcèlement et agression, mais les 2 affaires ont été classées lorsque les femmes ont soudainement refusé de témoigner. Elles ont probablement été payées ou intimidées pour se taire. Chaque révélation me serrait l'estomac. Je savais que Ryan était cruel, mais l'entendre exposé en termes juridiques le rendait réel d'une manière que mes propres expériences n'avaient pas fait. « Il vous blâme pour sa situation actuelle, » a dit Caroline. « La perte de statut social, la pression financière, probablement d'autres choses qui n'ont rien à voir avec vous, mais qu'il a décidé de vous attribuer. Les hommes comme lui ont besoin de quelqu'un à blâmer pour leurs échecs. » Qu'est-ce que je fais? La question est sortie petite, vaincue. D'abord, vous arrêtez de vous blâmer. La voix de Caroline s'est adoucie. Deuxièmement, vous me laissez gérer les aspects juridiques. Troisièmement, et c'est important, vous acceptez que vous n'êtes pas en sécurité dans votre situation de vie actuelle et vous prenez les dispositions appropriées. J'ai regardé Alejandro. Vous lui avez parlé de l'appartement. Je lui ai dit que tu avais besoin d'options. Il a corrigé. L'offre tient toujours. Je possède une propriété à Chelsea. Il y a un logement vacant au 5e étage. Il est à toi pour 6 mois pendant que nous résolvons cette situation légalement. Sans loyer, je ne peux pas accepter ça. Le refus était automatique, entraîné en moi par des années d'indépendance, durement gagné et farouchement gardé. Pourquoi pas? La question d'Alejandro était sincère, pas provocante. Parce que je ne veux rien vous devoir.
Parce qu'accepter de l'aide, c'est comme c'est comme abandonner le contrôle. Parce que j'ai arrêté. Incapable d'articuler l'enchevêtrement de fierté, de peur et d'épuisement qui rendait l'idée d'être redevable à quiconque insupportable. Parce que vous êtes habitué aux hommes qui n'aident que lorsqu'ils veulent quelque chose en retour, a terminé Caroline doucement. Je comprends cette impulsion, mais parfois, accepter de l'aide est la chose la plus forte que vous puissiez faire. Alejandro a posé sa tasse de café avec un soin délibéré. Je ne suis pas Ryan. Je ne vais pas te le reprocher ou l'utiliser comme levier. Tu as besoin d'un endroit sûr pour vivre. J'en ai un de disponible. Le calcul est simple, rien de tout ça n'est simple. Je me suis levé, ayant besoin de bouger, de mettre de la distance entre moi et leurs arguments raisonnables. Vous me demandez d'emménager dans un appartement que vous possédez, de laisser votre avocate me représenter gratuitement, d'accepter que vous régliez tous mes problèmes parce que vous l'avez décidé. En quoi est-ce différent de Ryan décidant de ce dont j'avais besoin et faisant des choix pour moi? La mâchoire d'Alejandro s'est contractée. Le premier signe de frustration que j'avais vu chez lui. La différence, c'est ce que je demande. Je ne dis pas. Tu peux dire non. Tu peux sortir de cet hôtel maintenant, retourner à ton appartement cassé, affronter Ryan seul, sans ressources et sans protection. C'est ton choix, pas le mien. La franchise de ces mots m'a piqué parce qu'ils étaient vrais. Je n'avais pas d'autres options. J'avais fonctionné sur la fierté et l'entêtement depuis si longtemps que j'avais oublié comment reconnaître une aide sincère quand elle était offerte. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit finalement. Bien sûr. Caroline a commencé à rassembler ses documents. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mes coordonnées sont ici. Elle m'a tendu un dossier. Appelez-moi quand vous serez prête à discuter de la défense dans le procès. Ou ne le faites pas, mais sachez que l'offre reste ouverte. Ils sont partis ensemble et je me suis retrouvé seul avec mon café qui refroidissait et mes pensées qui tourbillonnaient. La suite semblait trop grande, trop silencieuse, trop comme une cage, même si la porte était déverrouillée et que je pouvais partir quand je voulais. J'ai passé le reste du samedi dans cette chambre d'hôtel, commandant un service en chambre que j'ai à peine touché et évitant les appels de Jessica qui ont commencé vers midi. Le dimanche, j'avais regardé tous les films proposés par l'hôtel et mémorisé le motif des fissures au plafond. Le lundi, je tournais en rond, dévoré par une anxiété agitée. Alejandro n'a pas appelé, n'a pas envoyé de texto, n'est pas apparu avec plus de café et d'arguments raisonnables. Son absence semblait plus bruyante que sa présence ne l'avait été. Mardi matin, Jessica est apparue à ma porte avec un sac de sport et une expression déterminée. Marco m'a dit où tu étais. Je ne pars pas tant qu'on n'a pas parlé. Je l'ai laissé entrer parce que refuser semblait demander plus d'efforts que je ne pouvais en fournir. Elle a jeté un coup d'œil au plateau du service en chambre éparpillé sur la table basse et a fait un bruit de désapprobation. Ma belle, tu as une mine affreuse. Merci. C'est utile. Tu sais ce que je veux dire. Elle s'est assise sur le canapé et a tapoté le coussin à côté d'elle. Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je me suis assise en ramenant mes genoux contre ma poitrine. Il veut que j'emménage dans un appartement qu'il possède. Je sais. Marco m'a tout raconté. L'expression de Jessica était inhabituellement sérieuse. Il m'a aussi dit ce que Ryan a fait à ton appartement et que tu te caches ici depuis 3 jours au lieu d'accepter de l'aide. Ce n'est pas si simple. En fait, si. C'est toi qui compliques les choses parce que tu as peur. Je n'ai pas peur. Le mensonge semblait transparent même en le disant. Tu es terrifié. Et corrigeait Jessica doucement. Terrifié de devoir quelque chose à quelqu'un. Terrifié d'être à nouveau contrôlé. Terrifié qu'accepter de l'aide te rende faible. J'ai raison. J'ai pressé mon visage contre mes genoux, incapable de répondre. Écoute-moi, Hailey, je te connais depuis 5 mois. Pendant ce temps, je t'ai vu faire des doubles services pour payer le loyer. Je t'ai vu sauter des repas pour économiser de l'argent. Je t'ai entendu refuser chaque offre d'aide comme si c'était du poison. Elle a fait une pause. Et j'ai aussi vu la façon dont Alejandro te regarde. Cet homme n'essaie pas de te contrôler. Il essaye de t'aider. Il y a une différence. Comment peux-tu en être sûr? Parce que les hommes contrôlants ne demandent pas la permission. Ils ne respectent pas les limites. Ils n'engagent pas des avocats chers pour ensuite disparaître pendant 3 jours pour te donner de l'espace pour réfléchir. Jessica m'a pris la main. Ryan t'a conditionné à voir la gentillesse comme de la manipulation.
Mais tout le monde n'est pas Ryan. Ces mots se sont installés dans les espaces calmes de mes pensées, trouvant des fissures dans mes défenses. Et si j'accepte et qu'il attend quelque chose en retour, alors tu pars. Tu as ce pouvoir. Tu l'as toujours eu. Jessica a serré ma main. Mais je ne pense pas qu'il le fera. Et je pense que tu utilises cette peur comme une excuse pour ne pas laisser quelqu'un se soucier de toi. Je voulais argumenter, défendre mes murs soigneusement construits, mais l'épuisement m'avait réduite à quelque chose de plus proche de l'honnêteté. Je ne sais pas comment faire, ai-je chuchoté. Je ne sais pas comment accepter de l'aide sans avoir l'impression d'abandonner des morceaux de moi-même. C'est peut-être ça le but. Peut-être qu'accepter de l'aide, ce n'est pas abandonner quoi que ce soit. C'est peut-être admettre que tu mérites d'avoir des gens de ton côté. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment. La présence de Jessica était stable et rassurante. Finalement, elle a sorti son téléphone et l'a posé sur la table basse entre nous. Appelle-le. Remercie-le correctement pour ce qu'il a fait. Et si tu veux accepter l'appartement, accepte-le. Si tu ne veux pas, dis-lui non et nous trouverons autre chose ensemble. Mais arrête de te torturer en restant assise ici seule. Elle a laissé le téléphone et est sortie, me donnant une intimité que je n'avais pas demandée, mais dont j'avais désespérément besoin. J'ai regardé le téléphone pendant 20 minutes avant de le prendre. Alejandro a répondu à la deuxième sonnerie. Hayley. Juste mon nom, mais je pouvais entendre la question dedans. Est-ce que ça va? Non, ai-je admis. Mais ça ira, je pense. De quoi as-tu besoin? La question était si simple, si ouverte. Pas ce qu'il pensait que j'avais besoin, pas ce qu'il avait décidé qui était le mieux. Juste une question. J'ai besoin d'accepter votre aide, ai-je dit, les mots sortant plus facilement que je ne l'avais prévu. L'appartement, l'avocate, tout. Si l'offre tient toujours. Je les tiens. Sa voix s'est réchauffée de manière perceptible. Quand voudrais-tu voir l'endroit? Maintenant. Si c'est possible. Je ne peux plus rester dans cet hôtel. Je deviens folle. Je serai là dans 10 minutes. Il est arrivé en 8, l'air d'avoir couru tout le chemin. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, sa veste déboutonnée, et il y avait un réel soulagement dans son expression quand il m'a vu. « Tu es sûr de ça? » a-t-il demandé. « Non, mais je le fais quand même. » Quelque chose comme du respect a vacillé sur son visage. « C'est la chose la plus courageuse que tu aurais pu dire. » Le trajet jusqu'à Chelsea s'est déroulé dans un silence confortable. Alejandro ne m'a pas poussé à parler, n'a pas posé de questions, m'a juste laissé exister dans l'espace calme de la voiture, tandis que la ville défilait à l'extérieur. L'immeuble était magnifique d'une manière discrète. C'était de la brique rouge avec des garnitures blanches, un petit jardin dans la cour et des caméras de sécurité discrètes mais visibles. Le hall était propre et bien entretenu, sans être ostentatoire. « 5e étage », a dit Alejandro en me conduisant à l'ascenseur, appartement d'angle. Il est vacant depuis environ 6 mois. Je l'ai fait nettoyer et meubler le mois dernier. Juste des pièces de base, mais tu peux ajouter ce que tu veux. L'appartement m'a coupé le souffle. Il avait des parquets en bois, de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière de l'après-midi, une cuisine avec un vrai plan de travail et une chambre qui pouvait contenir plus qu'un simple lit. Il était 2 fois plus grand que mon ancien logement, 100 fois plus agréable, et le loyer serait normalement complètement hors de mes moyens. L'immeuble a la sécurité, disait Alejandro en me faisant visiter l'espace. Des caméras dans le hall et les couloirs. Entrée à code à la porte d'entrée. Les serrures sont neuves. Je les ai faites changer la semaine dernière. Tu seras la seule à avoir une clé. La semaine dernière, ai-je répété. Vous avez fait ça la semaine dernière, avant de savoir si j'accepterais. Il a eu la grâce d'avoir l'air légèrement embarrassé. Je voulais être prêt si tu disais oui. C'est incroyablement présomptueux. Oui, a-t-il convenu. Ça l'est, je m'excuse. Je me suis approché des fenêtres, regardant la rue en bas. Les gens passaient en hâte, émitouflés dans des écharpes et des manteaux d'hiver, vivant leur vie normale. D'ici, la ville semblait gérable au lieu d'être écrasante. Merci, ai-je dit sans me retourner. Pour ça, pour l'avocate, pour être venu quand j'avais besoin d'aide, pour avoir respecté mon espèce quand j'avais besoin de temps, pour tout ça. Je l'ai entendu se rapprocher, s'arrêtant à une distance prudente derrière moi. De rien. Pour ce que ça vaut, je ne fais pas ça à la légère, m'impliquer dans la vie de quelqu'un. Mais quelque chose chez toi, il s'est arrêté, cherchant ses mots. Tu mérites de te sentir en sécurité.
Tout le monde le mérite, mais toi particulièrement. Pourquoi particulièrement? Parce que tu te bases encore. Après tout ce qu'il t'a fait subir, tu es toujours debout. Cela demande une force que la plupart des gens n'ont pas. Je me suis retourné pour lui faire face. Il était assez proche pour que je puisse voir les éclats ambrés dans ses yeux sombres, les fines lignes au coin qui suggéraient qu'il ne souriait pas souvent, mais que ça arrivait parfois. Je ne suis pas aussi forte que vous le pensez. Tu es plus forte. Sa voix était certaine. Emménager dans cet appartement ne te rend pas faible ou redevable ou quoi que ce soit d'autre que maligne. Ça fait de toi quelqu'un qui reconnaît quand accepter de l'aide est le choix stratégique. Stratégique, ai-je répété en souriant presque. C'est comme ça qu'on appelle ça? Préférerais-tu que j'appelle ça ce que c'est? Moi voulant m'assurer que tu es en sécurité parce que l'alternative est inacceptable. Son expression est devenue sérieuse. Je dors mieux en sachant que tu es dans un immeuble avec des caméras de sécurité et des serrures qui fonctionnent. Appelle ça de l'égoïsme si tu veux. Mais c'est vrai. L'aveu est resté en suspens entre nous, honnête et vulnérable d'une manière que je n'attendais pas de lui. Je le prends et je dis, l'appartement pour 6 mois comme vous l'avez offert, et je vous rembourserai d'une manière ou d'une autre. Quand tout ça sera fini, il n'y a rien à rembourser. Mais si ça te fait te sentir mieux de le considérer comme un prêt, on peut l'appeler comme ça. Ça me fait me sentir mieux. Il a hoché la tête, une expression de compréhension sur son visage. Alors c'est un prêt, sans intérêt, payable, quand tu décideras que tu es prête. Les conditions du prêt étaient vraiment ridicules. Le genre d'offre qu'aucune banque ne présenterait jamais. Je les ai acceptées quand même, ayant besoin de l'illusion du contrôle. Même si nous savions tous les deux que c'était précisément ça. Juste une illusion. Quand puis-je emménager? Quand tu le souhaites. Aujourd'hui, si tu veux. Je peux demander à Michael de t'aider à apporter ce dont tu as besoin de ton ancien appartement. L'idée de retourner dans cet espace détruit m'a serré la poitrine. Mais j'avais besoin de mes affaires. Les quelques biens qui comptaient pour moi. Aujourd'hui serait bien, ai-je dit, si ce n'est pas trop de dérangement. Ce n'est pas un dérangement. Il a sorti son téléphone et a envoyé un rapide texto. Michael nous rejoindra là-bas dans 30 minutes. Nous prendrons ce dont tu as besoin. Nous le ramènerons ici et tu pourras commencer à t'installer. Juste comme ça. Juste comme ça, a-t-il confirmé. Il semblait impossible que ma vie puisse changer si radicalement au cours d'une seule conversation. Cependant, 1 heure plus tard, en quittant l'appartement avec l'aide de Michael pour récupérer mes affaires, j'ai ressenti quelque chose de nouveau que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. De l'espoir. Peut-être que Jessica avait raison. Peut-être qu'accepter de l'aide n'était pas une faiblesse. C'était peut-être le premier pas vers la construction de quelque chose qui ressemblait vraiment à un foyer. 3 semaines dans l'appartement de Chelsea avaient fait quelque chose que je n'avais pas prévu. Elles m'avaient rendu ma capacité à dormir toute la nuit. L'immeuble était calme d'une manière que mon ancien logement n'avait jamais été. Isolé du bruit de la rue par de bonnes fenêtres et une véritable isolation. Mes voisins étaient des professionnels qui hochaient poliment la tête dans le couloir, mais respectaient les limites. Les caméras de sécurité dans le hall me faisaient me sentir protégé plutôt que surveillé. Jessica a remarqué la différence immédiatement quand je suis arrivé pour mon service un mercredi matin. « Tu as de nouveau l'air humaine », a-t-elle dit en ajustant les couverts sur la table 6. Genre, vraiment reposé. C'est bizarre de te voir sans ces cernes. Il s'avère qu'avoir des serrures qui fonctionnent et un chauffage qui ne s'arrête pas à 2 heures du matin fait une différence. J'ai fini de plier les serviettes en triangle précis sur lesquels Marco insistait. Qui l'eût cru? Je le savais. Je te dis depuis des mois que ton ancien logement était un taudis. Elle a fait une pause, m'étudiant plus attentivement. Il passe toujours, elle n'a pas eu besoin de préciser qui. Alejandro avait maintenu son habitude de dîner au Celestino 4 fois par semaine, commandant toujours les mêmes plats, partant toujours avant la fermeture. Mais quelque chose avait changé au cours des 3 dernières semaines. Il était passé à l'appartement 2 fois. D'abord pour vérifier le système de sécurité et remplacer les piles des détecteurs de fumée. Je ne savais pas qu'il fallait les remplacer, et il m'a aussi montré comment utiliser les protocoles d'urgence de l'immeuble. Chaque visite avait été brève, professionnelle et respectueuse de mon espace. Il prend des nouvelles. Ai-je dit prudemment, s'assure que tout fonctionne correctement. Oh! L'expression de Jessica suggérait qu'elle savait qu'il y avait plus dans l'histoire que ce que je disais. Et ça te va? Le fait qu'il prenne des nouvelles?
J'ai réfléchi à la manière de répondre honnêtement. Il y a un mois, l'idée que quelqu'un ait ce genre d'accès à ma vie m'aurait fait paniquer. Maintenant, savoir qu'Alejandro prêtait attention à des choses comme les détecteurs de fumée et les serrures de porte me faisait me sentir choyé d'une manière que je n'étais pas prête à examiner de trop près. Ça me va, ai-je dit finalement. Il n'est pas intrusif. Il est juste protecteur. Jessica a terminé. L'homme est protecteur envers toi et tu commences à aimer ça. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. C'est écrit sur ton visage. Elle a souri. Pour ce que ça vaut, je pense que c'est bien. Tu mérites quelqu'un qui s'en soucie. Le rush du dîner ce soir-là a été particulièrement intense. Une fête d'entreprise avait réservé la moitié de la salle à manger et il voulait tout immédiatement et parfaitement. J'ai passé 3 heures à courir entre la cuisine et les tables, gérant les plaintes pour des imperfections mineures et apaisant les égos meurtris d'avoir dû attendre leur nourriture. Alejandro est arrivé à 8 heures, s'installant à sa table habituelle dans le coin avec un livre dont je ne pouvais pas voir le titre. Je lui ai apporté de l'eau sans qu'on me le demande, anticipant déjà sa commande. Soirée chargée, a-t-il observé, jetant un coup d'œil à la foule de l'entreprise qui devenait de plus en plus bruyante à chaque tournée de vin. Ils célèbrent la conclusion d'un marché. Ils seront là jusqu'à ce qu'on les mette dehors. J'ai sorti mon carnet de commandes, l'habituel, s'il vous plaît. Il a fermé son livre, me donnant toute son attention de cette manière qu'il avait. Qui me faisait sentir comme la seule personne dans la pièce? Comment va l'appartement? Des problèmes? C'est parfait. Vraiment, vous n'avez pas besoin de continuer à vérifier. Je déciderai de ce que j'ai besoin de vérifier. Il n'y avait pas de chaleur dans les mots, juste un constat. Le chauffage est adéquat. La pression de l'eau chaude est bonne. Tout est plus qu'adéquat. C'est le plus bel endroit où j'ai jamais vécu. Je le pensais comme une simple vérité. Mais quelque chose dans son expression s'est adouci à cet aveu. Bien, c'est bien. J'étais sur le point de me diriger vers la cuisine avec sa commande quand le son nous a atteints. C'était sec et sans équivoque. 3 détonations en succession rapide qui ont figé tout le monde dans le restaurant. Des coupes de feu. Proches. Trop proches. Et Leandro était sur pied instantanément. Son téléphone déjà à son oreille. Michael, situation. Il a écouté pendant 3 secondes. Verrouillez tout. Renvoyez tout le monde à la maison maintenant. Oui, y compris la cuisine. Marco est apparu de l'arrière, son visage pâle. C'était ce que je pense que c'était. 3 pâtés de maison au sud. La voix d'Alejandro était absolument contrôlée, mais je pouvais voir la tension dans la ligne de ses épaules. Fermez le restaurant. Renvoyez votre personnel chez eux avec des escortes de sécurité. Personne ne marche seul ce soir. Vous ne pouvez pas. Marco a commencé, puis a semblé se souvenir à qui il parlait. Oui, monsieur. Tout de suite. Le restaurant s'est dissous dans un chaos organisé. Les membres du personnel ont attrapé manteaux et sacs tandis qu'Alejandro passait des appels rapides pour organiser le transport. La fête d'entreprise a dégrisé rapidement, appelant leur propre voiture avec des mains tremblantes. En 20 minutes, le Celestino était vide, à l'exception de Marco, Alejandro, Jessica et moi. Jessica, Alejandro s'est tourné vers mon ami. Michael est dehors avec une voiture. Il t'emmènera où tu dois aller. Je peux prendre le métro. Michael t'emmènera. Ce n'était pas une demande. Jessica a croisé mon regard, a vu quelque chose dans mon expression et a hoché la tête. Merci, Hayley. Je t'appellerai demain. Elle m'a serré le bras en sortant, me laissant seul avec Alejandro et Marco. Je vais fermer, a dit Marco. Vous deux, vous devriez y aller. J'ai suivi Alejandro par l'entrée de service où sa voiture attendait, le moteur en marche. Le chauffeur que je ne reconnaissais pas a tenu la porte ouverte, son expression soigneusement neutre. Alejandro m'a fait signe de monter la première, puis s'est glissé à côté de moi. La voiture s'est éloignée du trottoir en douceur, mais je pouvais sentir la tension irradiée d'Alejandro comme la chaleur d'un four. Sa mâchoire était serrée, ses mains crispées en poing sur ses cuisses. Dans la faible lumière des lampadaires qui passaient, j'ai remarqué quelque chose de sombre qui s'étalait lentement sur sa manche gauche. « Tu saignes », ai-je dit, les mots sortant plus secs que je ne l'avais prévu. « Ce n'est rien. Laisse-moi voir. » J'ai tendu la main vers son bras et il s'est légèrement retiré. « Hayley, c'est juste une égratignure. J'ai eu pire. » La manière désinvolte dont il l'a dit m'a glacé le sang. Une égratignure de quoi? Ces coupes de feu. J'étais plus près que je n'aurais dû. Ça a déjà arrêté de saigner. Je nettoierai en rentrant.
Ou tu pourrais me laisser nettoyer ça dans mon appartement, puisque nous y allons de toute façon. J'ai gardé ma voix neutre, mais mes mains tremblaient. Tu as dit que j'avais besoin d'une escorte pour rentrer. D'accord, mais tu vas me laisser regarder cette blessure. Il m'a étudié pendant un long moment, puis a hoché la tête une fois. Si ça peut te faire te sentir mieux, ça me fera me sentir mieux. Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence lourd. Quand nous sommes arrivés à mon immeuble, Alejandro a renvoyé son chauffeur avec l'instruction de revenir dans 1 heure. Je l'ai conduit à l'étage, hyper consciente de sa présence derrière moi, de la manière dont il se déplaçait avec une précision prudente qui suggérait une douleur qu'il cachait. À l'intérieur de l'appartement, j'ai montré la salle de bain. Assieds-toi sur le bord de la baignoire. Je vais chercher le nécessaire. Il a obéi sans discuter, ce qui m'a dit que la blessure était pire qu'il ne voulait l'admettre. J'ai trouvé la trousse de premier secours qu'il avait insisté pour stocker dans mon armoire de salle de bain il y a des semaines, et je suis revenu pour le trouver, en train d'enlever soigneusement sa veste et de retrousser la manche de sa chemise. La blessure était une entaille profonde sur le haut de son bras, suintant encore du sang. Ce n'était pas mortel, mais c'était certainement plus qu'une égratignure. Ça a besoin de pointes de suture, ai-je dit en ouvrant la trousse avec des mains tremblantes. C'est bon. Nettoie et bande-le. Alejandro, je ne peux pas aller à l'hôpital. Trop de questions. Ses yeux ont rencontré les miens et j'ai vu quelque chose de brut en eux. S'il te plaît, fais juste ce que tu peux. Je voulais argumenter, mais le regard sur son visage m'a arrêté. Au lieu de ça, j'ai imbibé de la gaz d'antiseptique et j'ai commencé à nettoyer la blessure aussi doucement que possible. Il n'a pas bronché, n'a pas fait un bruit et juste resté parfaitement immobile pendant que je travaillais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé doucement. Et ne me dis pas que c'était de la violence aléatoire. Ces tirs étaient trop proches du restaurant pour être une coïncidence. Alejandro est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis il a dit, « Veux-tu vraiment savoir? Une fois que je te le dirai, tu ne pourras plus l'ignorer. » Je veux savoir. J'ai pressé de la gaz propre contre la blessure en appliquant une pression. Je pense que je mérite de savoir pourquoi quelqu'un t'a tiré dessus assez près pour que je l'entende. Il a pris une inspiration et l'a expiré lentement. Il y a une organisation russe qui essaie de s'étendre sur le territoire que je contrôle, principalement les routes maritimes. Nous avons négocié, mais les pourparlers ont échoué la semaine dernière quand ils ont réalisé que je n'allais pas céder les ports. Ce soir, c'était leur façon d'envoyer un message. Quel genre de message? Qu'il sonne pour toi. Sa voix est devenue plate. Ils ont surveillé le restaurant. Ils savent que tu y travailles. Ils savent que tu vis dans un immeuble que je possède. Ils essaient de savoir si tu as assez de valeur pour moi pour être utilisé comme levier. La gaz dans mes mains s'est immobilisée. Utilisé comme levier pourquoi? Pour me faire leur donner ce qu'ils veulent. Territoire, argent, concession. Ils pensent que s'ils te menacent, je céderai. Il a levé les yeux vers moi. Son expression plus dure que je ne l'avais jamais vue. Ils n'ont pas entièrement tort. L'implication s'est abattue sur moi comme de l'eau froide. C'est à propos de moi. Ils t'ont tiré dessus à cause de moi. Non. Sa main a attrapé la mienne, arrêtant mes mouvements. Ils m'ont tiré dessus parce qu'ils sont désespérés et stupides. Tu n'es pas responsable de ce qu'ils choisissent de faire. Mais je suis la raison pour laquelle tu es une cible. J'ai été une cible toute ma vie d'adulte, Hayley. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est d'avoir quelqu'un qui m'est cher potentiellement dans leur ligne de mire. Il a relâché ma main, me laissant retourner au bandage. C'est pourquoi je dois te donner une option. Mes mains ont repris leur travail automatiquement, tandis que mon esprit s'emballait. Quel genre d'option? J'ai des relations. Des gens qui peuvent créer de nouvelles identités, relocaliser des gens en toute sécurité. Je peux te faire sortir de la ville en 48 heures. Nouveau nom, nouveau travail, nouvelle vie quelque part. Ils ne te trouveront jamais. Tu serais complètement en sécurité. L'offre est restée en suspens entre nous, sèche et finale. Il me donnait une voie de sortie, un moyen d'échapper au danger qui venait avec le fait de le connaître. J'aurais dû être reconnaissante. J'aurais déjà dû être en train de planifier quoi emporter. Non, ai-je dit simplement. Hayley, non. J'ai fini d'enrouler le bandage, le fixant avec une précision prudente. Je ne fuis plus. J'ai passé 6 mois à fuir Ryan, et ça ne m'a pas mise en sécurité. Ça m'a juste rendu seul. C'est différent. Ces gens sont dangereux. Je sais. Tu l'as bien fait comprendre. J'ai reculé,
croisant son regard. Mais voici ce que tu ne sembles pas comprendre. J'en ai marre de fuir. J'en ai marre de laisser la peur prendre mes décisions. Et j'en ai marre que les hommes me disent ce qui est le mieux pour moi sans me demander ce que je veux vraiment. Que veux-tu? Sa voix était calme, intense. Je veux arrêter de sentir que ma vie est quelque chose qui m'arrive au lieu de quelque chose que je choisis. J'ai enroulé mes bras autour de moi, soudainement froide malgré la chaleur de la salle de bain. Je veux sentir que je compte pour quelqu'un sans que ce soit une question de contrôle ou de possession. Je veux... Les mots se sont coincés dans ma gorge. Ce que je voulais était debout devant moi, blessé et inquiet, et m'offrant la sécurité au prix de tout le reste. Je veux rester, ai-je terminé doucement, ici dans cet appartement, à mon travail, dans cette ville, avec toi dedans. Quelque chose a changé dans l'expression d'Alejandro. Le contrôle prudent s'est fissuré, montrant quelque chose de brut et de non gardé en dessous. Il s'est levé lentement, favorisant son bras blessé, et s'est approché assez près pour que je puisse sentir sa chaleur. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas ce que signifie être proche de moi. Alors explique-le-moi. J'ai refusé de reculer, refusé de laisser la peur gagner à nouveau. Dis-moi exactement ce que ça signifie pour que je puisse faire un choix éclairé au lieu d'un choix fait par panique. Ça signifie des escortes de sécurité, une liberté limitée, toujours regarder par-dessus ton épaule. Ça signifie que des gens comme les Russes te verront comme une arme à utiliser contre moi. Sa mâchoire s'est contractée. Ça signifie que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te garder en sécurité. Mais il n'y a aucune garantie, aucune promesse que rien n'arrivera jamais. La vie ne vient pas avec des garanties. Ma voix était plus stable que je ne le pensais. Ryan m'a appris ça. La différence, c'est qu'avec toi, j'ai le choix. Tu ne me forces à rien. Tu m'offres des options et tu respectes ce que je décide. Tu as raison. C'est ce que je fais. Il a levé sa main non blessée, ses doigts planant près de ma joue, sans tout à fait la toucher. Mais j'ai besoin que tu sois absolument certaine. Parce que si tu restes, si tu choisis ça, je ne pourrai pas te laisser partir. L'aveu est resté en suspens entre nous, lourd de sens. Il ne s'agissait plus de protection. Il s'agissait de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avions voulu nommer jusqu'à présent. Je suis certaine, ai-je chuchoté. Son contrôle a finalement cédé. La main sur ma joue s'est déplacée pour prendre l'arrière de ma tête, ses doigts s'emmêlant dans mes cheveux alors qu'il me tirait près de lui. Sa bouche a trouvé la mienne avec une précision désespérée, m'embrassant comme si j'étais de l'oxygène et qu'il s'était noyé. Je l'ai embrassé en retour avec une égale désespération, mes mains agrippant sa chemise, le tirant plus près malgré sa blessure. Toute la tension des 3 dernières semaines, toute la distance prudente que nous avions maintenue est explosée en ce seul point de contact. Il embrassait comme il faisait tout le reste, avec une concentration et une intensité absolue. Son bras valide s'est enroulé autour de ma taille, me pressant contre lui. Je pouvais sentir son cœur battre contre ma poitrine. Je pouvais goûter le café et quelque chose de plus sombre sur sa langue. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous deux essoufflés, son front reposait contre le mien. C'est une terrible idée, a-t-il dit, mais il n'a pas lâché prise. Probablement. Mes mains étaient toujours tordues dans sa chemise, mais j'en ai fini de ne faire que des choix sûrs. Il s'est reculé assez pour me regarder, ses yeux cherchant les miens. Tu es vulnérable en ce moment. Effrayé. Je ne vais pas en profiter. Tu ne profites pas de moi. Je te choisis. J'ai rencontré son regard avec assurance. Il y a une différence, il y en a une. Son pouce a tracé ma lèvre inférieure avec une douceur déchirante. C'est pourquoi je vais partir maintenant, avant que nous fassions quelque chose que tu regretteras demain matin. Je ne le regretterai pas. Peut-être pas. Il a déposé un baiser sur mon front, doux et douloureusement tendre. Mais j'ai besoin que tu sois sûr. J'ai besoin que tu me choisisses quand tu ne fuis pas quelque chose d'autre. Peux-tu comprendre ça? Je le comprenais. Même si chaque nerf de mon corps criait pour qu'il reste, il me donnait du temps, de l'espace et du respect. Tout ce que Ryan n'avait jamais offert. Va-t'en, ai-je dit, même si le mot faisait mal, mais reviens, s'il te plaît, demain. C'était une promesse. Nous parlerons demain. Vraiment parler de ce que cela signifie, de ce que tu choisis, de tout. Il est parti et j'ai verrouillé la porte derrière lui avec des mains tremblantes.
Mes lèvres picotaient encore de son baiser. Mes mains se souvenaient encore de la sensation de sa chemise sous mes doigts. Chaque partie de moi voulait courir après lui, le ramener, finir ce que nous avions commencé. Mais il avait raison. J'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin de le choisir depuis une position de force, pas de peur. Demain, je ferai ce choix. Ce soir, je me laisserai sentir le poids de celui-ci, la possibilité et le danger et tout ce qu'il y a entre les deux. Alejandro n'est pas revenu le lendemain ni le jour d'après. Le troisième jour, j'avais arrêté de vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes pour des messages qui n'arrivaient jamais. Le cinquième jour, Jessica me lançait des regards inquiets chaque fois qu'elle me surprenait à regarder sa table vide pendant le service du dîner. « Il t'évite », a-t-elle dit le septième soir. Après que nous ayons fermé et que j'essuyais les tables avec plus de force que nécessaire. Et tu fais semblant de ne pas t'en soucier. Je ne fais semblant de rien. J'ai frotté une tâche imaginaire. Il est occupé. Il a des affaires à gérer. Une vie qui ne tourne pas autour de moi, n'est-ce que pas? Et c'est pour ça que Michael fait les contrôles de sécurité à sa place. J'avais remarqué que Michael était venu 2 fois la semaine dernière pour vérifier les systèmes du bâtiment, les 2 fois avec une efficacité polie et absolument aucune explication sur l'absence d'Alejandro. Il avait été professionnel, minutieux et totalement réticent à répondre à toute question sur son patron. Peut-être qu'il a changé d'avis, ai-je dit. Les mots avaient un goût amer. Peut-être qu'il a réalisé que s'impliquer avec quelqu'un comme moi et plus de problèmes que ça n'en vaut la peine. Jessica a arrêté de réapprovisionner les serviettes et s'est tournée pour me faire face complètement. Ou peut-être qu'il a peur. As-tu envisagé ça? Les hommes comme Alejandro n'ont pas peur. Tout le monde a peur, Hayley, surtout quand ils tiennent assez à quelque chose pour le perdre. Elle a fait une pause, étudiant mon visage. Tu devrais parler à Michael, vraiment lui parler. Je parie qu'il en sait plus qu'il ne le laisse paraître. J'ai rejeté l'idée à ce moment-là, mais elle m'est restée en tête tout le reste de la semaine. Le vendredi, quand Michael est arrivé pour un autre contrôle de sécurité, j'étais prête. Nous devons parler, ai-je dit alors qu'il se préparait à quitter mon appartement, et pas de détecteur de fumée. Michael a fait une pause, sa main sur la poignée de la porte. C'était un grand homme, facilement 1,90 m, avec des épaules qui suggéraient qu'il avait été embauché plus pour l'intimidation que pour la conversation. Mais ses yeux étaient gentils sous le masque professionnel. À propos d'Alejandro, ai-je continué quand il n'a pas répondu, sur la raison pour laquelle il m'évite. Ce n'est pas à moi d'en discuter, mademoiselle Cooper. Je l'ai embrassé. Il m'a embrassé en retour. Puis il a disparu. Je pense que ça me donne au moins partiellement le droit d'en parler. J'ai croisé les bras, essayant de projeter une confiance que je ne ressentais pas. S'il vous plaît, j'ai besoin de comprendre ce que j'ai fait de mal. Quelque chose a changé dans l'expression de Michael. Il a fermé la porte et est revenu dans l'appartement, s'appuyant contre le comptoir avec un soupir. « Vous n'avez rien fait de mal », a-t-il dit finalement. « Alejandro vous protège de lui-même. Ça n'a pas de sens. Là on a si vous connaissez son histoire. » Michael a hésité, pesant clairement ce qu'il devait révéler. Il avait une sœur plus jeune, elle s'appelait Sophia. Le temps passé m'a noué l'estomac. Que lui est-il arrivé? Elle est tombée amoureuse de quelqu'un de l'organisation. Pas l'opération d'Alejandro. Il ne l'aurait pas permis. Mais une famille rivale. L'homme a prétendu qu'il quitterait cette vie pour elle. Alejandro a essayé de l'arrêter, mais Sophia était têtue. Elle pensait que l'amour suffirait. La mâchoire de Michael s'est contractée. Il y a 4 ans, il y a eu un conflit de territoire. Sophia a été prise dans une fusillade dans un restaurant. Mauvais endroit, mauvais moment. Elle se monte dans les bras d'Alejandro. L'image m'a frappé comme un coup physique. J'ai pensé au contrôle prudent d'Alejandro, son insistance sur ma sécurité, la façon dont il m'avait offert une voie de sortie au lieu de me demander de rester. Il a juré après ça qu'il ne mettrait plus jamais quelqu'un qu'il aimait en danger. A continué Michael. Ne laissez personne s'approcher assez pour être utilisé comme levier. Et puis vous êtes arrivé et il n'a pas pu s'en empêcher. Il vous observe depuis des mois, essayant de se convaincre de s'éloigner. Mais il ne peut pas. Et ça le terrifie. Donc, il m'évite parce qu'il tient à moi. L'ironie était presque douloureuse. Il vous évite parce que la fusillade de la semaine dernière lui a fait réaliser que vous êtes déjà en danger juste en le connaissant. Et il ne supporte pas l'idée que vous finissiez comme Sophia. Michael s'est redressé. C'est pourquoi je vous dis ça, mademoiselle Cooper. Si vous comptez poursuivre cette relation, vous devez comprendre ce que vous lui demandez de surmonter.
Ce n'est pas seulement une question de danger, c'est une question de 4 ans de deuil et de culpabilité. Après le départ de Michael, je suis resté assis sur mon canapé pendant 1 heure, digérant tout ce qu'il m'avait dit. Alejandro ne m'évitait pas parce qu'il avait changé d'avis. Il m'évitait parce qu'il était terrifié de me perdre, comme il avait perdu sa sœur. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Michael pour lui demander l'adresse du bureau d'Alejandro. La réponse est venue immédiatement, accompagnée d'un avertissement. Il ne sera pas content que je vous l'ai dit. Je lui ai dit que je prendrais ce risque. L'adresse m'a conduite à un immeuble du quartier financier, tout en verre et en acier, avec le genre de présence corporative anonyme qui n'attirait pas l'attention. J'ai réussi à passer la sécurité du bâtiment en prétendant que j'avais une livraison. Puis, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage. Le bureau d'Alejandro était au bout d'un couloir silencieux. À travers la porte en verre dépoli, je pouvais voir sa silhouette à un bureau, le téléphone pressé contre son oreille. J'ai frappé avant de perdre mon courage. La conversation s'est arrêtée en plein milieu de la phrase. « Je te rappelle », a-t-il dit, et quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte. Il avait l'air épuisé. Des ombres sous ses yeux suggéraient qu'il dormait aussi mal que moi. Sa chemise était froissée, sa cravate desserrée, et il y avait une tache de café sur sa manchette. Quand il m'a vu, quelque chose comme de la douleur a traversé son visage. « Haley, qu'est-ce que tu fais ici ?» Michael m'a parlé de Sophia. Je l'ai dépassé pour entrer dans le bureau avant qu'il ne puisse fermer la porte. De ce qui lui est arrivé, de la raison pour laquelle tu m'as évité. L'expression d'Alejandro s'est immédiatement refermée. Michael n'avait pas le droit. Il avait tous les droits. Quelqu'un devait me dire la vérité au lieu de me laisser penser que tu avais juste décidé que je n'en valais pas la peine. Je me suis tourné pour lui faire face. Colère, peine et compréhension, tout s'en mêlait. Tu ne peux pas me protéger de tout, Alejandro, et tu ne peux pas faire mes choix à ma place. J'ai vu ma sœur mourir parce qu'elle a choisi d'être avec quelqu'un dans cette vie, a-t-il dit, sa voix rauque. Je l'ai tenue pendant qu'elle se vidait de son sang sur le sol d'un restaurant. Comprends-tu ce que ça veut dire? Ce que ça m'a fait? Je comprends que c'était tragique et injuste, et pas de ta faute. J'ai fait un pas de plus, mais je ne suis pas Sophia. Et tu n'es pas la personne qui l'a tuée. Tu ne peux pas te punir éternellement pour quelque chose que tu ne pouvais pas contrôler. Je peux te garder en sécurité en restant loin de toi. Non, tu ne peux pas. Les Russes s'aiment déjà pour moi. Ils me voient déjà comme un levier. Rester à l'écart ne changera rien. Ça me fera juste y faire face seul au lieu d'être avec toi. Je me suis encore rapproché, jusqu'à être assez près pour voir les éclats dorés dans ses yeux sombres. Je choisis ça, Alejandro. Connaissant les risques, comprenant le danger, pleinement conscient de ce qui est arrivé à ta sœur. Je te choisis quand même. Son contrôle se fracturait. Je pouvais le voir dans la tension de ses épaules, la façon dont ses mains se serraient à ses côtés. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Alors dis-le-moi. Dis-moi exactement ce que je demande pour que je puisse prouver que je comprends. Tu me demandes de te laisser entrer dans un monde où la violence est une monnaie et la loyauté est une question de survie. Tu me demandes de me soucier de toi en sachant que ce souci fait de toi une cible. Tu me demandes de croire que je peux te garder en sécurité alors que je n'ai pas pu garder ma propre sœur en sécurité. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre. Je ne peux pas. Tu ne me perdras pas. J'ai comblé la dernière distance entre nous, posant mes mains sur sa poitrine, où je pouvais sentir son cœur s'emballer. Parce que je ne vais nulle part. Pas parce que tu me protèges, mais parce que je suis assez forte pour me tenir à tes côtés. Il y a une différence. Pendant un long moment, nous sommes restés figés, ses yeux cherchant les miens pour trouver une certitude. Puis quelque chose en lui s'est brisé. Ses bras m'ont entouré, me tirant près de lui avec une intensité désespérée. « Je ne peux pas rester loin de toi », a-t-il dit contre mes cheveux. J'ai essayé. Ces 7 derniers jours ont été une torture. Alors arrête d'essayer. Je me suis reculé assez pour le regarder. Arrête de me protéger de toi-même et laisse-moi entrer. Vraiment entrer, complètement. Sa bouche a trouvé la mienne en réponse. Le baiser plus profond et plus certain que celui que nous avions partagé dans ma salle de bain. Ce n'était pas du désespoir ou de la peur. C'était un choix. Ses mains ont encadré mon visage comme si j'étais quelque chose de précieux. Et je l'ai embrassé en retour avec tout ce que j'avais. Quand nous nous sommes finalement séparés, tous deux essoufflés,
Il a posé son front contre le mien. Plus d'évitement, a-t-il dit. Plus de prétention que je peux m'éloigner. Mais tu dois me promettre quelque chose. Quoi? Si ça devient trop dangereux, si je te dis de fuir, tu fuis. Pas de discussion, pas d'hésitation. Tu me fais assez confiance pour faire ça. Je te le promets. Les mots sont venus plus facilement que je ne l'avais prévu parce que je comprenais ce qu'il demandait vraiment. Pas l'obéissance, mais l'assurance que je tenais assez à ma propre vie pour la protéger. Alors on le fait. Il s'est reculé, son expression toujours sérieuse, mais plus légère d'une certaine manière. Vraiment le faire? Toi et moi ai-je convenu. Et pour la première fois en une semaine, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer correctement. Les 2 semaines suivantes ont été une révélation. Alejandro a cessé de me traiter comme quelque chose de fragile qui pourrait se briser sous la pression. Nous avons trouvé un rythme de dîners dans mon appartement, de conversations qui duraient jusqu'à 2 heures du matin et de baisers volés dans le couloir de service du Celestino quand il pensait que personne ne regardait. Il m'a parlé de son enfance en Italie, de ses parents qui avaient bâti l'organisation à partir de rien, du rire de Sofia et de ses terribles goûts musicaux. Je lui ai parlé de mes parents morts dans un accident de voiture quand j'avais 19 ans, des prêts étudiants que j'avais contractés pour payer mes études de cuisine, des rêves de devenir chef que Ryan avait systématiquement écrasés, de la honte d'être resté si longtemps avec quelqu'un qui me faisait du mal. La honte est une arme que les agresseurs utilisent, a dit Alejandro un soir, ses doigts traçant des motifs sur mon bras alors que nous étions allongés sur mon canapé. Ça te garde silencieuse. Ça t'empêche de chercher de l'aide. Tu lui as survécu. Ce n'est pas honteux. C'est de la force. Jessica a remarqué le changement immédiatement. Elle m'a prise à part pendant un service de déjeuner calme. Son expression était un mélange de bonheur et d'inquiétude. Vous êtes ensemble maintenant. Elle l'a dit, ce n'était pas une question. Oui, bien. Il a été différent ces 2 dernières semaines, plus léger. Je ne pensais pas qu'Alejandro Ferraro savait comment être léger. Elle a fait une pause. Promets-moi juste que tu es prudente. Pas seulement physiquement, émotionnellement. Je te le promets, parce que je vois la façon dont tu le regardes, ma belle. Et je vois la façon dont il te regarde. Ce n'est pas une aventure, c'est réel. Elle avait raison. Ce qu'Alejandro et moi avions était terriblement réel, construit sur l'honnêteté, la confiance et le genre de vulnérabilité qu'aucun de nous n'avait offert à personne d'autre. Ça aurait dû me faire peur. Au lieu de ça, c'était comme la première chose authentique que j'avais eue depuis des années. L'événement caritatif était l'idée d'Alejandro. Une petite collecte de fonds pour un hôpital pour enfants, a-t-il expliqué. C'était discret, avec une publicité minimale, juste des gens d'affaires locaux soutenant une bonne cause. Il a dit que je pouvais porter quelque chose de confortable, rencontrer quelques-uns de ses associés et partir quand je le voulais. J'ai emprunté une robe couleur vin à Jessica, simple et élégante sans être tape à l'œil. Alejandro est venu me chercher dans sa voiture, et l'approbation dans ses yeux quand il m'a vu m'a fait me sentir belle d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. L'événement était exactement ce qu'il avait promis, sobre et authentique. J'ai rencontré ses partenaires commerciaux, j'ai serré la main de personnes dont je reconnaissais les noms dans les articles de presse, et j'ai bu du champagne qui coûtait probablement plus que mon salaire hebdomadaire. Alejandro a gardé sa main dans le bas de mon dos, une présence chaude et constante qui rendait la navigation dans ce territoire social inconnu supportable. Nous partions quand quelqu'un a demandé une photo. Juste une photo rapide pour le site web de l'hôpital, a expliqué l'organisateur. Alejandro m'a regardé, me demandant silencieusement la permission. J'ai hoché la tête. La photo était innocente, son bras autour de ma taille, tous les deux souriants à l'appareil photo. Rien de scandaleux ou de digne d'intérêt. Je l'ai oubliée dès qu'elle a été prise. 3 jours plus tard, elle était partout. Quelqu'un l'avait postée sur les réseaux sociaux avec une légende identifiant Alejandro par son nom. De là, elle s'est propagée. Elle a été partagée, commentée et disséquée par des gens qui avaient des opinions sur qui Alejandro Ferraro fréquentait et pourquoi. Je travaillais à un service du soir quand Michael est apparu, son expression sombre. Il a parlé doucement à Alejandro, qui dînait seul à sa table habituelle. J'ai regardé le visage d'Alejandro se durcir. Je l'ai vu sortir son téléphone et faire défiler quelque chose qui a fait serrer sa mâchoire. Il s'est levé brusquement et a traversé la salle jusqu'à l'endroit où je remplissais des verres d'eau. Nous devons partir tout de suite.
Je suis dans plein milieu de mon service. Marco comprendra. Michael amène la voiture à l'entrée de service. Sa main a trouvé la mienne, la serrant une fois. S'il te plaît, Holly, fais-moi confiance. L'urgence dans sa voix a dissipé ma confusion. Je l'ai suivi vers l'arrière, criant des excuses à Jessica en passant. Elle m'a fait signe de continuer, son expression inquiète mais compréhensive. Dans la voiture, Alejandro m'a finalement montré son téléphone. La photo de l'événement caritatif, repostée des dizaines de fois avec des légendes de plus en plus spéculatives. Mais ce n'est pas ça qui m'a glacé le sang. C'était le message qu'il avait reçu 1 heure plus tôt. C'était une photo de moi quittant le Celestino ce matin-là, modifiée pour montrer un viseur laser rouge centré sur mon dos. Les Russes, ai-je chuchoté. Ils intensifient la pression, montrant clairement qu'ils savent exactement où te trouver. Sa voix était contrôlée, mais je pouvais entendre la fureur en dessous. Je te retire du restaurant avec effet immédiat. Tu ne dois aller nulle part sans sécurité. Nulle part. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que j'élimine la menace. Il a croisé mon regard. Je sais que tu veux de l'autonomie. Je sais que tu détestes te sentir contrôlé, mais ce n'est pas négociable. Ta sécurité passe avant tout. Je voulais argumenter. Je voulais insister sur le fait que je pouvais encore vivre ma vie malgré leurs menaces. Mais l'image de ce viseur laser ne cessait de me revenir à l'esprit. D'accord, ai-je dit doucement. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Le soulagement a inondé ses traits. Reste à l'appartement. Michael sera posté dans l'immeuble. Jessica peut te rendre visite, mais seulement après avoir été autorisée par la sécurité. Je m'occupe personnellement du problème russe. Comment? Son expression est devenue froide. Tu ne veux pas savoir. Il avait probablement raison. Mais alors que nous traversions la ville en direction de mon appartement, passant devant des gens menant une vie normale sans menace de mort ni crime organisé, je me suis demandé ce que j'avais exactement choisi. Pas seulement Alejandro, mais tout ce qui venait avec lui. Quand nous sommes arrivés à l'immeuble, Alejandro m'a accompagné jusqu'en haut. Devant ma porte, il m'a serré contre lui, me tenant comme s'il avait peur de me laisser partir. Ce sera bientôt fini, a-t-il promis, et alors nous pourrons avoir quelque chose qui ressemble à une vie normale. Je ne pense pas que nous soyons faits pour la normalité, ai-je dit, mais je l'ai serré tout aussi fort. Après son départ, j'ai appelé Jessica. Elle a répondu à la première sonnerie. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit immédiatement. Marco l'a dit à tout le monde. Tu vas bien? Je suis en sécurité. Effrayé, mais en sécurité. Je me suis effondré sur le canapé, l'épuisement me rattrapant. Jessica, je ne sais pas si je peux faire ça. Vivre dans la peur, avoir des escortes de sécurité, savoir qu'il y a des gens qui veulent me faire du mal juste à cause de la personne que j'aime. Alors tu sais ce qu'il ressent chaque jour, a-t-elle dit doucement. Bienvenue dans l'amour de quelqu'un dont la vie est compliquée. Le mot est resté en suspens entre nous. Amour. Je ne l'avais pas encore dit. Je ne m'étais pas permis de le penser, mais Jessica avait raison. C'est à ça que ressemblait l'amour dans le monde d'Alejandro. Féroce, protecteur et terrifiant. Je passerai demain, a promis Jessica. J'apporterai de la nourriture et des films nuls. On va s'en sortir. Après avoir raccroché, je suis resté seul dans mon appartement, les portes verrouillées et les systèmes de sécurité armés, et j'ai pensé au choix. J'avais choisi Alejandro, connaissant les risques. Maintenant, je devais prouver que j'étais assez forte pour vivre avec ses conséquences. 4 jours de garde rapprochée m'avaient appris plusieurs choses sur moi-même. Premièrement, j'étais nulle pour rester assise. Deuxièmement, la télévision de jour était conçue pour éroder lentement l'intelligence humaine. Troisièmement, Alejandro me manquait avec une intensité qui me surprenait. Même s'il appelait 2 fois par jour et me rendait visite chaque soir après avoir géré ce qu'il appelait vaguement des négociations. Je faisais les 100 pas dans l'appartement pour la 100e fois ce jeudi après-midi quand mon téléphone a vibré avec un texto du numéro de Jessica. Le soulagement m'a envahi. Elle avait dit qu'elle essaierait de passer aujourd'hui si la sécurité l'autorisait. Mais le message m'a noué l'estomac. Il disait « Hey, j'ai besoin de toi. Je suis à ton ancien appartement. Ryan est là. J'ai peur. S'il te plaît, viens. Je ne peux pas parler. Il pourrait t'entendre. » Mes doigts sont volés sur l'écran pour essayer de la rappeler. Le numéro a sonné une fois, puis est passé à un message automatique disant que la ligne était déconnectée. J'ai réessayé avec le même résultat. Ryan à mon ancien appartement avec Jessica piégée là-bas.
D'une manière ou d'une autre, mon esprit a parcouru des scénarios. Aucun d'eux n'était bon. Jessica devait être allée récupérer quelque chose que j'avais laissé derrière moi. Et Ryan attendait. Il savait que nous étions amis. Il l'utiliserait pour m'atteindre. J'ai attrapé mon manteau et mes clés, mes mains tremblant si fort que je les ai fait tomber 2 fois. Le garde de sécurité que Michael avait posté dans le hall de l'immeuble. Un homme calme nommé David s'est levé alors que je me précipitais vers la sortie. Mademoiselle Cooper, vous n'êtes pas censée partir sans... Mon amie est en danger. Elle est avec mon ex. Il est dangereux. Les mots sont sortis en cascade. Je dois l'aider. La main de David s'est déplacée vers son téléphone. Laissez-moi d'abord appeler Michael. Nous pouvons envoyer quelqu'un. Il n'y a pas le temps. Elle a envoyé un texto il y a 5 minutes. Si Ryan se rend compte qu'elle m'a contacté, je n'ai pas fini la phrase. Je ne pouvais pas articuler le pire scénario qui tournait dans mon esprit. Mademoiselle Cooper, mes ordres sont clairs. Vous ne quittez pas ce bâtiment sans une escorte de sécurité appropriée. Alors venez avec moi. Je le dépassais déjà en direction de la porte. Mais j'y vais, que vous me suiviez ou non. Il a tendu la main vers mon bras, mais j'étais plus rapide. Poussé par la panique et le besoin désespéré d'aider Jessica comme elle m'avait aidé, j'ai franchi l'entrée principale et je suis sorti dans la rue, cherchant déjà un taxi. La main qui a attrapé mon autre bras était trop forte, trop experte. Avant que je puisse crier, quelque chose s'est pressé contre ma bouche. C'était un tissu avec une odeur chimique douce. Le monde a basculé alors que j'essayais de me battre, d'essayer de me souvenir des mouvements d'autodéfense que je n'avais jamais vraiment pratiqués. Mais mes membres ne répondaient pas correctement, et la rue tournait. Et puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé avec une odeur de rouille et d'huile de moteur. Ma tête battait au rythme de mon cœur. Et quand j'ai essayé de bouger, j'ai découvert que mes mains étaient attachées derrière moi avec quelque chose qui me coupait des poignets. C'étaient des serre-câbles, ai-je réalisé vaguement. Mes chevilles étaient attachées de la même manière. L'espace autour de moi est lentement devenu net. C'était un entrepôt, presque vide, à l'exception de quelques caisses éparpillées et d'équipements industriels qui semblaient avoir des décennies. La lumière du soleil filtrait à travers des fenêtres sales situées en hauteur dans les murs, créant des barres de lumière sur le sol en béton. 3 hommes se tenaient à quelques mètres, parlant en russe trop rapidement pour que je puisse suivre, même si j'avais compris la langue. La terreur m'a noué la gorge. Ce n'était pas Ryan, c'était bien pire. Un des hommes a remarqué que j'étais réveillé et a dit quelque chose à ses compagnons. Ils se sont tournés en bloc et celui du milieu, qui était grand et pâle avec une cicatrice qui coupait son sourcil gauche, s'est approché avec une lenteur délibérée. Mademoiselle Cooper, bienvenue. Son anglais était fortement accentué mais clair. Je m'excuse pour la méthode d'invitation. Mais vous avez été difficile à joindre. Où est Jessica? Ma voix est sortie rauque. Où est mon ami? La confusion a vacillé sur son visage, puis la compréhension. Il a ri, le son dépourvu d'humour. Votre ami va bien, en sécurité au travail, j'imagine. Nous avons emprunté son numéro de téléphone. Technologie astucieuse. Oui, vous pensiez la secourir, mais elle n'a jamais eu besoin d'être secourue. La trahison m'a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû. Bien sûr, c'était un piège. Bien sûr, j'avais été assez stupide pour y tomber. Que voulez-vous? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Nous voulons qu'Alejandro Ferraro comprenne que son entêtement a des conséquences. L'homme s'est accroupi devant moi, assez près pour que je puisse sentir l'odeur de tabac sur son haleine. Il refuse de négocier équitablement, alors maintenant nous négocions avec ce qu'il apprécie. Vous avez de la valeur pour lui. Oui, je voulais mentir. Prétendre qu'Alejandro ne signifiait rien pour moi, que me kidnapper n'accomplirait rien. Mais les Russes avaient fait leurs recherches. Ils avaient vu la photo, suivi le schéma de sa protection et compris exactement à quel point j'étais précieuse. Il vous tuera pour ça, ai-je dit à la place, mettant toute la certitude que je possédais dans les mots. Peut-être, mais d'abord il payera. 5 millions de dollars et le contrôle du port sud. Un petit prix pour quelque chose qu'il aime. L'homme s'est levé, sortant un téléphone. Nous allons lui envoyer une preuve que vous êtes en vie. Vous lui direz de coopérer. Oui, il a tenu le téléphone devant moi, la caméra enregistrant. J'ai regardé l'objectif, sachant qu'Alejandro verrait ça.
sachant que ça le détruirait comme la mort de Sophia l'avait fait. Ne les payez pas, ai-je dit clairement. Ne leur donnez rien. Je ne vaux pas. La gifle est venue assez vite pour que je goûte le sang avant de sentir la douleur. Ma tête a basculé sur le côté, des étoiles explosant devant mes yeux. Réessayez, a dit le Russe calmement. Cette fois, demandez-lui gentiment de payer. J'ai craché du sang sur le béton et j'ai de nouveau regardé l'œil de la caméra. Je t'aime, ai-je dit, parce que si c'était le dernier message qu'Alejandro recevait de moi, il fallait que ce soit dedans. Je suis désolé. Le téléphone a disparu. Les Russes se sont déplacés à l'autre bout de l'entrepôt, parlant à voix basse. J'ai testé systématiquement les serre-câbles, cherchant la moindre faiblesse, le moindre moyen de me libérer. Mais ils avaient déjà fait ça, et celui qui avait attaché mes liens savait exactement à quel point les serrer. Le temps passait étrangement dans l'entrepôt. Ça aurait pu être 1 heure. Ça aurait pu être 3. La lumière du soleil se déplaçait sur le sol, suivant la progression de l'après-midi. J'ai pensé à Alejandro recevant cette vidéo, à l'expression sur son visage quand il me verrait attaché et en sang, à Michael et Jessica et tous ceux qui m'avaient dit d'être prudente, de rester sur place, de croire que j'étais protégé. J'avais été si arrogante, pensant que je pouvais gérer ce monde, pensant que l'amour et la détermination suffisaient pour survivre au genre de danger avec lequel Alejandro vivait quotidiennement. Le bruit d'un moteur à l'extérieur a tendu les 3 Russes. Le chef a aboyé des ordres et les 2 autres ont sorti des armes de leur veste. C'étaient des pistolets, noirs mat et professionnels. Ils ont pris position auprès de l'entrée principale de l'entrepôt, une immense porte roulante qui semblait ne pas avoir bougé depuis des années. « Votre héros arrive », m'a dit le chef, pile à l'heure, si prévisible, ces hommes amoureux. La porte a commencé à monter avec un grincement mécanique qui m'a fait grincer des dents. Une silhouette se découpait dans l'ouverture. C'était Alejandro, seul, portant un sac de sport noir qui contenait vraisemblablement 5 millions en espèces. « N'entre pas », ai-je crié, ma voix se brisant. « C'est un piège. » Il est entré quand même, parce que bien sûr qu'il l'a fait. Ses yeux m'ont trouvé immédiatement, et j'ai vu quelque chose dans son expression se fracturer en me voyant attaché et blessé, mais sa voix quand il a parlé était absolument contrôlée. « J'ai ce que vous avez demandé. Laissez-la partir. » D'abord, nous vérifions l'argent. Le chef russe a fait un geste à l'un de ses hommes qui s'est avancé vers Alejandro avec son arme dégainée. Tout s'est passé en même temps. Des vitres ont volé en éclats d'en haut alors que des silhouettes descendaient des hautes fenêtres en rappel. La voix de Michael a crié « À terre !» et Alejandro a plongé vers moi tandis que des tirs éclataient de plusieurs directions. L'entrepôt s'est transformé en chaos. Il y avait des cris en russe et en anglais, le claquement sec des armes et l'odeur de cordide qui me brûlait le nez. Le corps d'Alejandro couvrait le mien, son poids m'aplatissant contre le béton, alors que des balles sifflaient au-dessus. J'ai senti plutôt qu'entendu sa brusque inspiration, et j'ai senti de l'humidité se répandre sur son épaule, là où elle pressait contre ma joue. « Reste à terre », a-t-il dit entre ses dents serrées. « Ne bouge pas. » La fusillade a duré peut-être 90 secondes, bien que cela ait semblé des heures. Quand le silence est finalement tombé, mes oreilles bourdonnaient et mon cœur essayait de marteler à travers ma cage thoracique. Alejandro s'est roulé de moi avec précaution, son visage pâle mais déterminé. Son épaule saignait à travers sa chemise, la blessure s'étalant en cramoisie sur le tissu gris. « Tu es blessé », ai-je dit stupidement, comme si ce n'était pas évident. « Je vais bien. » Il a sorti un couteau de sa poche et a commencé à couper les serre-câbles avec des mains tremblantes. « Es-tu blessé ?» ont-ils. Je vais bien. Effrayé, mais je vais bien. Les liens sont tombés et j'ai enfin pu bouger mes mains. J'ai pu lever la main pour toucher son visage et confirmer qu'il était réel. Tu n'aurais pas dû venir seul. Tu n'aurais pas dû risquer. Il n'a jamais été question de risque. Ses mains ont encadré mon visage avec une douceur déchirante. C'est mon devoir de te protéger. Ça n'a pas de condition. Michael est apparu, vérifiant les Russes qui gisaient immobiles sur le sol de l'entrepôt. Son équipe, 4 autres que je ne reconnaissais pas, se déplaçaient déjà dans l'espace avec une efficacité tactique, sécurisant les armes et cherchant d'autres menaces. « C'est bon !» a crié Michael. « L'entrepôt est sécurisé. Nous devons partir avant que la police n'arrive. » Alejandro m'a aidé à me lever,
son bras blessé pendant maladroitement à son côté. J'ai pressé ma main contre sa blessure, essayant de ralentir le saignement. Il n'a pas bronché, a juste gardé son bras valide autour de ma taille alors que nous nous dirigions vers les véhicules qui attendaient. Le trajet jusqu'à l'hôpital s'est déroulé dans un flou de sirènes et de la voix calme de Michael au téléphone, se coordonnant avec ce qui ressemblait à des forces de l'ordre. Alejandro a gardé les yeux sur moi tout le temps, son pouce traçant des cercles sur mon poignet, comme s'il avait besoin de la confirmation physique que j'étais en vie. Je suis tellement désolé, ai-je dit pour la 10e fois. Je pensais que Jessica était en danger. Je n'ai pas réfléchi. Tu as pensé comme quelqu'un qui aime ses amis et veut les protéger. Ce n'est pas mal. Sa voix était rauque de douleur et de quelque chose de plus profond. Mais nous allons avoir de sérieuses conversations sur les protocoles de sécurité après ça. Après que tu sois soigné pour la blessure par balle que tu as reçue à cause de moi, je prendrais 100 balles si ça signifiait te garder en sécurité. Il l'a dit comme si c'était un simple fait, pas une déclaration dramatique. C'est ce que ça veut dire, Hailey, aimer quelqu'un dans ce monde. Ça veut dire être prêt à saigner pour eux. Le personnel de l'hôpital a reconnu Alejandro immédiatement et l'a emmené en traitement avec une efficacité qui suggérait qu'ils avaient déjà fait ça. J'ai refusé de le quitter, lui tenant la main pendant le processus de nettoyage et de suture de la blessure. La balle avait traversé la partie charnue de son épaule. C'était douloureux, mais pas mortel, nous a assuré le médecin. Quand nous avons enfin été seuls dans la chambre privée qu'ils lui avaient donnée, Alejandro m'a tiré sur le lit à côté de lui avec son bras valide. « J'ai besoin de te demander quelque chose, a-t-il dit, sa voix sérieuse malgré les analgésiques qui rendaient ses mots légèrement flous. Et j'ai besoin que tu réfléchisses vraiment avant de répondre. D'accord, emménage avec moi. Pas l'appartement de Chelsea, ma maison, de façon permanente. Pas pour des raisons de sécurité ou de protection ou toute autre raison pratique. Il a pris une inspiration. Parce que je t'aime. Parce que je veux me réveiller à côté de toi chaque matin et savoir que tu es en sécurité et à moi. Parce que j'en ai fini de prétendre que c'est temporaire. Les larmes que je retenais depuis l'entrepôt ont finalement coulé. Je t'aime aussi, tellement que ça me terrifie. Est-ce un oui? Oui. Je l'ai embrassé doucement, en faisant attention à ses blessures. Oui à tout. Ta maison, ta vie, ton monde impossible, dangereux et magnifique. Je te choisis, Alejandro, complètement. Son sourire a transformé son visage, le faisant paraître plus jeune que je ne l'avais jamais vu. Nous trouverons un équilibre. Ton indépendance, mon besoin de te protéger. Nous trouverons un moyen de faire en sorte que ça marche. Je sais que nous le ferons. 3 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine du Celestino à côté de Jessica, examinant les changements de menu que nous avions mis en place depuis que Marco nous avait promus co-gérante. Le restaurant avait prospéré sous notre direction conjointe et j'avais enfin réalisé le rêve que je pensais que Ryan avait tué. Être une vraie chef, un chef, créant des plats pour lesquels les gens traversaient la ville. Le carnet de réservation est plein pour les 2 prochains mois, a dit Jessica en faisant défiler sa tablette. Nous devrons peut-être embaucher un autre sous-chef si ça continue. De bons problèmes à avoir. J'ai jeté un coup d'œil à la bague de fiançailles qu'Alejandro m'avait donnée il y a 2 semaines. Elle était simple, élégante, exactement ce que j'aurais choisi. Le mariage était prévu pour avril. Juste une petite cérémonie avec les gens qui comptaient. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Alejandro. Il disait « Le raid du FBI s'est parfaitement déroulé. L'opération russe est complètement démantelée. Tu es en sécurité maintenant. Vraiment, vraiment en sécurité. » Il avait fallu des mois de collecte de preuves minutieuses, d'Alejandro travaillant avec les autorités fédérales pour documenter tout ce que les Russes avaient fait. Le kidnapping leur avait donné toute la justification dont ils avaient besoin pour agir de manière agressive. Chaque membre de l'organisation faisait maintenant face à des accusations qui les garderaient enfermés pendant des décennies. Ryan avait été arrêté le mois dernier pour des accusations graves, notamment complot et fraude, entre autres. Cette action a suivi la fourniture par Alejandro d'enregistrements convaincants des transactions de Ryan avec de dangereux usuriers. Ces usuriers ont ensuite coopéré avec les autorités, obtenant finalement des peines réduites en retour. Ils seraient en prison pour les 10 prochaines années, au minimum. « Ça va ?» a demandé Jessica, remarquant ma distraction. « Je suis parfaite, et je le pensais. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais vraiment en sécurité, vraiment aimé,
et vraiment certaine de mes choix. Ce soir-là, Alejandro est venu me chercher au travail dans sa voiture. Le trajet jusqu'à sa maison, notre maison maintenant, nous a emmenés à travers Manhattan alors que le soleil se couchait, peignant les bâtiments de nuances de cuivre et d'or. Il a tendu la main pour prendre la mienne, entrelaçant nos doigts. T'ai-je dit aujourd'hui que je t'aime? Seulement 2 fois. Tu te relâches. Je t'aime. Il a embrassé mes phalanges. J'aime ton entêtement et ton courage et la façon dont tu refuses de me laisser prendre des décisions pour toi. Je t'aime aussi, même si tu es surprotecteur et contrôlant et parfois impossible. Seulement parfois. J'ai ri et c'était comme la liberté. Cette vie que nous construisions ensemble n'était pas parfaite ou sûre ou quoi que ce soit de normal, mais c'était la nôtre. Choisie en pleine connaissance de cause et les yeux ouverts, construite sur la confiance, l'honnêteté et le genre d'amour qui pouvait survivre au bal, à la trahison et à tout ce qu'il y a entre les deux. Seulement parfois ai-je confirmé, et je l'ai embrassé alors que les lumières de la ville s'illuminaient autour de nous, promettant demain et tous les lendemains à venir.